Gonna find my way, find my way back to freedom. Gonna find my way, find my way back to freedom. Hey, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 47. Salut. Je suis Sartman, évidemment spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné de l'agent Riley Finn. Bonsoir Sartman. Comment ça va ? Ça va impeccable. Ça va, bien déconfiné ? Oui. Oui. On écoutait, avant que j'oublie, je vous dis immédiatement ce qu'on écoutait. Le générique début, c'était Back to Freedom, chanté par Belly Love, un groupe composé de Lisa Ray Black et Tony Valenta. Épisode 47, donc ça je l'ai dit, et on a une invitée. Nora, bonjour Nora, comment ça va ? Bonjour, ça va hyper bien, je suis contente d'être là et je vois que tu places déjà des références à l'épisode qui va suivre avec Belly Love. Ah, tout le temps. Le générique début fait toujours partie de la BO de l'épisode qu'on voit. Donc Nora Bouazouni, tu es journaliste, traductrice, autrice et même actrice. Oui, Si. je fais la comédienne, on en parlera plus tard je crois. Exactement, on va en parler, tout ça, on va détailler tout ça dans la rubrique de l'invité. Et donc au milieu de toutes ces activités, il te reste quand même un peu de temps pour être fan de Buffy également. Absolument, je suis pas sartoise mais je suis picarde d'adoption on va dire. Hein. Voilà, donc je suis peut-être la spécialiste picarde de Buffy. Qui sait. Sûrement vrai. Riley, tout de suite passons au sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, gros podcast encore ce soir. Donc on va faire des gros bisous, plein de gros bisous parce que effectivement ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. C'était avant le confinement, toute cette histoire très très longue. Ensuite c'est la rubrique Actu avec Big M en direct de l'Est qui nous fait... Je crois que c'est court l'actu ce soir. C'est un podcast vraiment de toute la France, quoi. Toutes les régions sont représentées. Nos Ensuite, régions ont on du commentera talent, l'épisode 1 de la saison 3 qui s'appelle Anne. Et c'est un bon épisode quand même, pardon. Et c'est la suite, je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, Sarkman, c'est la suite directe de notre dernier podcast qu'on avait fait sur Becoming. Et oui, la dernière fois on avait commenté Becoming. Le dernier de la saison 2. Suite, exactement. Donc on parlera de l'identité, des discours sectaires, du prolétariat, de la lutte des classes, de mise en scène incroyable et de super-héros évidemment. Ensuite ce sera avec toi, Nora, la rubrique de l'invité. Et c'est moi l'invité, oui. Bon, j'avais oublié déjà. Donc on va parler de Buffy, de tout ce que tu fais. Et ensuite, une surprise, Sarkman. Ah oui, une surprise intergalactique. Donc on vous dit pas tout de suite, faut attendre jusque là. Et juste après cette surprise, il y aura les systèmes Buffy, tu vas aimer ça, donc les coups de cœur en rapport avec Buffy. Donc programme très chargé. À son système Buffy. On l'a tous, on ne perd pas une seconde. Je vous rappelle le principe du podcast. On fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur internet, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on se charge d'y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Et le rappel de notre blog où il y a tous les liens, c'est pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché. Et vous pouvez enfin nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy, Angel Show et groupe13.fr. On va maintenant tout de suite enchaîner avec les gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Gros bisous, donc 1 milliard de gros bisous à faire ce soir, parce que donc comme tu l'as dit Riley, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris l'antenne. Des gros bisous iTunes déjà à Maureen qui nous a gratifié de 5 très jolies étoiles. Parfait. Tout comme Spooky Vince. Voilà, attends, c'est compliqué comme ça. Oui. Spooky Vince Opium qui adore notre Excellent concept d'épisode en live. Et enfin un autre gros bisou 5 étoiles à Madame X. Pour qui nous faisons le meilleur des podcasts du confinement.
Donc beaucoup trop d'amour. Mais c'est beaucoup trop mignon tous ces commentaires là. Oui, je suis en train de chialer. Merci les auditeurs incroyables. à vous. On va faire un gros bisou à Joss Whedon. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh là 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 là. Bon anniversaire Joss. Gros bisou à Yael à qui on pense très fort en cette période pas marrant. Gros bisou Yael. Et Yael qui aussi a sorti son podcast sur Buffy en anglais. Ça s'appelle Me, Myself and Buffy et ça s'écoute sur tous les sites de podcasts intéressants. Et c'est en anglais par contre, hein, les amis, c'est que pour les anglophones, donc comme moi, hein, qui maîtrise. Oui. Bah je l'ai écouté, écoute. Ah oui, j'ai tout compris. Très bien. Non, donc c'est bien. C'est accessible. Yael parle très bien anglais, c'est ça vrai. aussi. Si les gens parlent bien, moi je comprends, faut juste articuler. Je vais faire des gros bisous également à Moonson qu'on a fait rire et à qui on a fait oublier le confinement, tout comme Luge I qui nous a découvert aussi grâce au Covid, donc gros bisous au Covid. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on peut faire un bisou au virus? Parce que finalement, sans ce virus, il n'y aurait pas tous ces commentaires d'amour. Ah bah oui. Peut-être. Donc bisous les virus, revenez peut-être plus souvent, mais pas trop quand même, parce que quand on se manque, c'est bien aussi. C'est ça, mais les gens peuvent mettre ces genres de commentaires toute l'année, même quand il n'y a pas de virus. C'est vrai, mais après les gens, tu sais, après, ils ont pas le temps de métro, nous écouter. boulot, dodo, voilà, c'est le confinement qui métro, fait boulot, les gens, dodo, quoi. commentaires, dodo. Voilà. Non mais là il y a eu un vrai truc, il y a eu une thématique confinement, beaucoup de gens qui nous ont découvert grâce au confinement. Et j'avais aussi des gros bisous pour Clarisse et Marie qui nous ont envoyé des commentaires, pour Kevin qui nous a envoyé un super mail, pour Elodie qui nous a envoyé un super message d'amour sur Twitter, et enfin pour Real Madrid Strike Again. On se relève sur FIFA en direct. Qui a oui, on se posait une question. Buffy et du Real, c'est possible. On se posait une question sur la saison 6, sur Spike et tout. C'était dans le dernier podcast. Qui retrouve son âme ou pas. Allez voir dans les commentaires YouTube, il explique très bien son point de vue qui est le mien parce qu'il m'a bien convaincu. J'en ai fini avec tous ces gros bisous. Merci à vous tous de nous écouter et de le dire. Riley, est-ce que vous avez des gros bisous? Énormément de bisous. Déjà le chat est en feu, il se dit où est Clément? Alors, c'est pas moi. Désolé. Non, désolé. Alors Clément, vous allez l'entendre dans la fameuse surprise qu'il y aura plus tard. Il y aura un peu de Clément tout à l'heure, mais Clément revient bientôt, on lui fait des gros bisous, tout le monde lui fait des gros bisous. Vous inquiétez pas. Ensuite, on fait un gros bisou à Kairis qui nous a fait encore un bingo incroyable ce soir. Allez voir sur Twitter, il a partagé un bingo. Oui, alors le petit Angel parti trop tôt, je suis absolument fan, c'est magnifique. Ensuite, on fait aussi des gros bisous à Camille, qui a regardé toute la série pendant le confinement. Dis donc, bien joué Camille. Excellent choix. Et du coup, elle a fini là récemment, elle était un peu triste de Il faudrait terminer. que tu te laves maintenant Camille, d'accord? Merci. Le message est passé. Et on fait aussi un gros bisou. Alors ça c'était génial parce que pendant le confinement, Nora, tu sais qu'on a fait, on a joué au jeu Chaos Bleed, Buffy Chaos Bleed. C'est un jeu vidéo. Tu vois ce que c'est? Pas du tout. Sur GameCube. On l'a fini, quoi. On s'est mis à 3, mais on l'a fini en live et tout. C'était mortel. Et on a bien rigolé pendant ce confinement. Du coup, il sort le jeu. Vous avez fait un speedrun du jeu? C'était plutôt un slow run, mais very slow run. Voilà, ça nous a pris quelques épisodes, mais il y avait plein de gens qui étaient là régulièrement et tout. C'était cool. Donc gros bisous pour et merci pour votre soutien. Mad Wolf, Liquid, Real Madrid, donc que t'as cité, Audrey, Emmanuel, Agathe, David, Alice, Kevin et tous ceux que j'ai oubliés évidemment. C'était très très drôle, on s'est bien marré pendant le confinement. J'ai hyper envie d'y jouer parce que du coup j'ai le jeu dans les mains. Regarde nos podcasts là, tu peux regarder sur YouTube et t'auras peut-être plus envie d'y jouer. Compliqué le jeu, compliqué. On dirait Chucky derrière, enfin la marionnette. Là on joue, on joue la marionnette. Sid. Et toi, donc Nora, à toi les gros bisous. Toi, t'as des gros bisous. Moi, est-ce que j'ai des gros bisous? J'ai des gros bisous aux gens qui me payent sans que je leur demande 4 fois de me payer. Oui, c'est les meilleurs, on les adore. Oui, voilà, quand on est indépendante, voilà, on sait de quoi on parle. Non, j'ai des bisous. Alors, je sais pas qui écoute. Si j'ai Ondine qui écoute, qui est une immense fan de Buffy aussi. Il y a Hélène Breda, je sais, qui suit votre compte Twitter, qui vient justement de faire un tweet sur une sonnerie Buffy. Colline Charpentier sur Twitter aussi, qui vous suit. Est-ce que j'ai des bisous? Non, mais j'ai des bisous aux gens que j'aime, qui m'aiment et qui me supportent. Des bisous aux gens du chat qui me disent bienvenue. Beaucoup de bienveillance et moi j'aime ça. J'aime la bienveillance. Ah oui. Oh oui, on veut de la bienveillance. Et est-ce que ça vous dit une petite actu, parler de l'actu de la série, ça vous intéresse? C'est tout de suite l'heure de la rubrique actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Another one? What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder?
What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Oui, rubrique actu, donc préparée comme chaque semaine, même si on n'est pas du tout hebdomadaire, comme à chaque fois par Big M, notre envoyé spécial dans le Buffyverse. Donc on va écouter avec envie, savoir est-ce qu'il y a de l'actu Buffy ces derniers mois. Je crois qu'il n'y en a pas eu tant que ça, mais on écoute. Hey, salut! Ici c'est Big M, enfin de retour pour la rubrique Actu. Une rubrique Actu, cette fois-ci, hélas, très maigre, sans aucun doute due à la période difficile que nous avons traversée et traversons toujours. En effet, je n'ai que 2 choses à vous dire, et aucune d'entre elles n'a un rapport avec Allison Hannigan. Tout d'abord, on note que l'actrice Iari Limon, qui interprétait Kennedy, aura le rôle principal dans un film à venir, intitulé 98.6 Miles, et réalisé par Carlos Tira. Et d'autre part, l'info la plus importante bien évidemment, est que le 28 avril dernier, notre Buffy adorée, Sarah Michelle Gellar, s'est teint les cheveux en rose. Et voilà. Je vous redonne la parole les amis. Merci. Waouh, j'ai juste un mot à dire, waouh. Ouais, la grosse rubrique actu. C'était super mon Big M. Super rubrique actu. Ah, génial. Donc on a appris énormément de choses, hein. On va pas avoir le temps de tout débriefer ce soir. La peinture, là, ça m'a chopé en tout cas. Bah écoute, une actu capillaire, au moins tu t'y attends pas, c'est voilà. Riley, on avait une info concours à donner peut-être. Oui, putain, mais oui, c'était il y a si longtemps. On avait fait une énigme de Tonton Giles la dernière fois, souvenez-vous. Une énigme pour gagner des photos dédicacées des acteurs qui étaient présents à la CloudScon. En novembre dernier, donc ça. Alors ces photos sont toujours chez moi, comment ça se fait? Et les gens n'ont pas gagné. Il faut les envoyer à David. David qui a bien répondu à l'énigme, bravo. Envoie-nous un petit mail et voilà. Avec ton adresse et on t'envoie les photos dédicacées des comédiens qui étaient présents à la CloudScon. Donc c'était mortel, et on y était. Écoutez notre épisode. Et on doit faire un autre concours ou pas? Un concours sur Twitter peut-être? Il y a aussi un comics Spike dédicacé, il me semble. Oui, offert par Buffy Angel Show. Par Buffy Angel Show, tout à fait. Notre site partenaire et qui du coup ce sera un concours Twitter. Là, on va faire un concours cet été là. Ouais. Et en attendant, on va passer au noyau, l'épisode. Au noyau de ce podcast, l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Bon alors là, fini de rigoler. On attaque, attention, l'épisode du jour. Donc on va commenter Anne, qui s'appelle Anne en VF, étonnant. Épisode 1 de la saison 3. Il a été diffusé pour la première fois le 29 septembre 1998. Épisode écrit et réalisé par Joss Whedon lui-même. Riley, cool. Est-ce que vous avez un petit pitch? J'ai préparé un petit pitch, j'en ai préparé un. C'est la fête, c'est la fin de l'été à Sunnydale, pardon. Et Buffy n'est toujours pas rentrée. Hein? Ouais. La tueuse se cache à Los Angeles sous le nom de Anne. Et elle devient communiste. Voilà. Presque. Voilà. C'est ça, tu m'avais dit de faire court. Elle devient, ouais, limite. Elle devient communiste à la fin. Elle a faucille, le marteau, tout ça. Elle tente des choses, elle tente une révolution. Non, bon, ouais, d'accord, il se passe d'autres trucs dans l'épisode. Ouais, je vais pas vous spoiler l'épisode. Non, c'est un pitch qui intrigue les gens. Ouais, les gens qui deviennent communistes d'un coup. On a envie de voir l'épisode. Moi, j'avais juste un tout petit truc à ajouter, c'est que donc, comme l'a dit Riley, c'est la suite directe du podcast, du dernier podcast. Donc, on risque de beaucoup revenir sur des thématiques qu'on a abordées la dernière fois. Donc si ce n'est pas déjà fait, on vous propose d'aller écouter notre podcast précédent qui était donc consacré à Becoming, l'épisode en 2 parties, dans lequel on parlait de Buffy qui doit oublier sa vie avant, doit faire une croix sur sa famille, faire une croix sur sa vie d'adolescente, se sacrifier, voilà, en un seul mot, son amour. Et voilà, c'est toutes les conséquences de ça qu'on va étudier. Mais est-ce qu'on rappelle aux gens ce qui s'est quand même passé dans le dernier épisode de la saison 2, parce que là sinon elle a tué Angel et elle est partie. Arrête, c'est hyper violent de le dire comme ça. Parce que pardon, il fallait écouter le podcast. Non, Angel est mort. Et Angel est mort sur un morceau qui est le thème de Buffy Angel, qui s'appelle Close Your Eyes, excellent, de Christopher Beck, qui est juste le truc. Moi j'avais la BO
en CD de Buffy Bien sûr. quand j'étais ado, évidemment. Évidemment. Et je crois que ce thème, je l'ai écouté, mais tu sais, parfois t'as envie de pleurer et tu mets des musiques pour pleurer. Parce que l'être humain, mettre la BO, l'être humain est étrange. Hein, Et ben on va voir un petit peu de Close Your Eyes dans cet épisode. Il y a un tout petit passage. Il y a un petit bout. Voilà. Donc, munissez-vous chez vous de votre télécommande. Ah, je vois dans le chat que plein de gens écoutent le thème pour pleurer. Je suis contente, merci à vous. Par exemple, Masterfish qui dit ça, on met le pour chialer. Et puis alors, Big M nous dit quand même que Christophe Beck est très sympa et qu'il parle français. Ah oui, canadien. Le Big Game il est insupportable, il connaît tous les acteurs de la série, le gars il a pris des verres avec eux, tu sais, aux rencontres. Donc vous êtes prêts? Big Game il est insupportable, il connaît tout le monde. Alors, est-ce qu'on a fini de parler... On n'a toujours pas lancé l'épisode. De parler de vedettes, est-ce qu'on peut lancer l'épisode? Minuit 30, nous allons lancer l'épisode. Vous êtes prêts? Chez vous, vous êtes prêts? Vous êtes munis de votre télécommande, de votre souris? Attention, moi je lance dans 3, 2, 1... Et là, il faut faire ça, là c'est le plus compliqué. On fait un clap ou pas? Non, il va dire taupe. Taupe, c'est parti! Il a dit taupe. Et c'est parti, ça commence! On commence immédiatement avec une séquence dans un cimetière! Oui, la tombe. Comme c'est étonnant. Oui, la tombe, ce serait bien une tombe dans le cimetière de Sunnydale. Une tombe d'un certain Andrew Olich, mort à 17 ans, c'est moche. Surtout, né en 81. Et vous savez quoi, 81, c'est l'année de naissance de Buffy! Oui. Et donc il est mort en 98, et vous savez quoi? C'est pratiquement l'année de mort de Buffy. Buffy qui, comme on l'a dit, a dû se sacrifier dans le dernier épisode. Donc cette tombe symbolise un peu la mort de Buffy, et pourtant elle est censée être là. Mais non, ça n'est pas elle, c'est Willow. J'adore le smile de Willow qui est genre j'assure grave, qui est là. Oui, en fait, pardon. Voilà, on a une Willow costumée, c'est pratiquement un cosplay de Buffy qu'elle essaye de faire avec cette petite veste en cuir. C'est un petit peu un prequel de ce qui va se passer vers la fin de la série, oui, quoi, avec la Willow, la Evil Willow. Et là, elle y arrive pas. Là, elle essaye d'être un peu badass, mais elle n'est pas tueuse qui veut. Elle a même fait une petite vanne un peu à connotation sexuelle. Enfin, elle a tout pour essayer de ressembler à Buffy. Ça n'a pas fonctionné. Même Oz qui tente le lancer de pieux, ça ne fonctionne pas du tout. C'est un gros fail. On dirait qu'on commente une compétition et Oz qui tente un lancer de pieux, et c'est un gros fail. C'est un très bon début de saison, je trouve. C'est drôle. Mais oui, voilà. Et surtout, donc, le constat est effrayant. Buffy n'est plus là et elle manque à tout le monde parce qu'ils ont juste pas réussi à attraper un pauvre vampire. Il était juste tout seul, le gars, quoi. Donc c'est un peu triste. Et là derrière, on a donc tout ça a été dit en quelques plans. Derrière, on a des dialogues qui redisent un peu la même chose, mais par des dialogues. C'est quand même mieux quand c'est dit par de la mise en scène. Hein. Mais voilà, le constat est ça, c'est que Buffy manque terriblement. Hein. On apprend aussi que c'est la rentrée des classes. Exactement, on apprend que Oz porte un t-shirt qui a déjà été porté par Alex en saison 1. Ah ouais, d'accord, on est sur le d'accord. Ah bah les costumes c'est important, moi ça m'intéresse. Il faudrait qu'on reçoive une costumière un jour. Ou un costumier. Quelqu'un qui bosse sur les costumes dans les films. Oui, donc un costumier. Oui. C'était ça. Mais ouais, bien sûr, il faudrait absolument. La dernière fois, on avait une marionnettiste pour un épisode sur les marionnettes. La vie est bien faite quand même. Vous voulez parler? Il y avait une référence méta, non? C'est pas ça que vous voulez dire, Riley? Ou Nora peut-être? Bah non, moi je pensais à Cordelia. Tout à coup, Cordelia qui revient. Parce que là, ça va être quand même un petit peu chelou, entre Xander et Cordelia, genre bonjour, ça va? Oui, ils sont censés être ensemble. Ouais, donc t'as passé l'été pas avec moi, et du coup, comment ça? Moi, je n'ai pas revu l'épisode exprès pour. Donc t'as du suspense là, il y a de l'attente. Là, tu vois, après j'ai vu la série 25 fois, évidemment, mais là je me dis, tiens, c'est vrai, j'avais oublié comment ça allait se passer. Ça résume bien la série, cette première scène quand même. Il y a tous les éléments, il y a les à part que là, priorité au direct, ambiance radicalement différente, effectivement. C'est voulu, on change du tout au tout. On se dit que Buffy a quitté les ténèbres de Sunnydale pour Los Angeles, sauf que Sunnydale c'est Sunny normalement, mais bon, bref, c'est un détail. Et en fait, pas du tout, on constate qu'elle est avec Angel. Regardez. Ah oui, c'est bizarre. On dirait une publicité pour Mythique, tu vois. C'est vrai. Exactement. Et donc là, c'est là qu'on entend des petites notes de Close Your Eyes. On comprend que Buffy est dans un songe, dans un rêve. Oui. Elle se réfugie dans l'irréel, dans le fantasme, parce qu'elle est bouleversée. Elle a dû tuer son premier amour quand même. Il lui dit d'ailleurs I never leave, not even if I kill me. Même si tu me tues, je serai toujours là. En gros. Un vilain cauchemar. Et là, bim, Buffy se réveille. C'était donc un rêve. Et là, ça me rappelle la scène où ils viennent de faire l'amour pour la première fois et qu'elle se réveille et qu'il n'est plus là. Ouais. C'est vrai.
Et ben, ça me rappelle une scène de la série Angel dans l'épisode 8 de la saison 1. Ou qu'il y a un crossover avec Buffy où Buffy vit une histoire d'amour avec Angel parce qu'il a la bague, machin, il peut vivre au soleil. Ils vont sur la plage. I Will Remember You, tout à fait. I Will Remember You, tout à fait. Exactement. Alors, et donc recycler ce truc. Et oui, et donc Buffy est donc seule dans une chambre très glauque de Los Angeles. Elle regarde par la fenêtre et ce qu'elle voit, c'est une rue un peu dégueulasse, une voiture de police qui passe par là dans la rue. Générique. Générique. Et donc c'est ça, Buffy est retournée dans le monde des ténèbres qu'elle a voulu quitter. Elle y est complètement. Je vous rappelle que Buffy est en fuite. Elle est pourchassée par la police. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, c'est ce que nous rappelle aussi cette voiture de police. Elle est en cavale et tout ce qu'elle a essayé de fuir finalement la rattrape. Seth Green au générique. C'est quoi générique au début. générique. C'est vrai. Exactement. Oui. Donc c'est un premier épisode de la saison. Sur la saison 30. Il y a aussi David Boreanaz dans le générique et ça c'est chelou quand même, c'est-à-dire que... Bah là il a on vient de le voir, d'accord. Il a justifié sa présence, on l'a vu. Ils l'ont jamais vraiment enlevé, je crois. Ouais, c'est ça. Séquence suivante, donc on est au restaurant dans lequel travaille Buffy, pardon Anne, enfin on va vous expliquer. Donc on très magicien d'ose la tenue. Complètement. On découvre donc son nouveau quotidien et son nouveau visage. Il y a Magnum en face, voilà. Il y a un c'est un gros dégueulasse. Qui joue dans Buffy en guest. Voilà, et alors ce qui est marrant, c'est que là, on vient de voir un dialogue entre. Voilà, donc elle se prend une main au cul par un des deux mecs à qui elle a servi un burger. Et Buffy ne réagit pas quand elle a envie de leur casser la gueule. Il y a un plan qui est un plan serré de son visage qui revient tout le temps quand il y a des vampires dans le truc. Et c'est la même chose que quand les mecs viennent de lui faire, avant de mettre une main au cul, ils viennent de lui faire une remarque salace. Et c'est vraiment la même chose, les relations avec les vampires qui lui font des remarques à la con, misogynes et tout. Puis après, elle leur défonce la gueule. Sauf que là, elle est au resto, elle bosse au resto, donc elle ne peut pas leur défoncer la gueule. Bah oui, et il y a eu ce zoom. Il y a eu ce zoom sur elle au moment où elle tourne la tête. Où normalement. Et puis là, la musique était justement monte, il y avait une sorte d'effet sonore qui rajoute une couche. Mais voilà, ce n'est pas Buffy qu'on a devant nous. Figurez-vous que c'est Anne. C'est d'ailleurs écrit sur son petit badge pour que ça soit bien clair. On n'a pas Buffy n'existe plus. Buffy n'est plus là. Je vous rappelle, il y a eu la tombe pour nous le montrer. Il y a eu Willow costumée en Buffy. Il y a tous ces trucs là, tous ces petits indices qui nous montrent que non, Buffy n'est plus là. Ah, c'est intéressant parce qu'elle vient de voir les tatouages donc de ce petit couple et elle dit c'est joli, c'est permanent, c'est pour toujours. Oui. C'est intéressant dans cet épisode-là, on en parlera après, mais voilà, Angel vient de lui parler de ça, et le côté, le thème de la permanence, quand on est ado, ça veut quand même pas dire grand-chose, et à la fois oui, parce que on est dans un quotidien, une routine, et elle est en train d'y échapper en s'étant barrée de Sunnydale. Et ouais, et justement avec le personnage de Lily, qui fait partie de ce couple, va y avoir un vrai jeu de miroir entre les deux personnages. Buffy qui est en mode grosse déprime et voilà, l'histoire que je croyais permanente est terminée, et l'autre qui va se rendre compte de la même chose très prochainement. Lily qui lui a fait une remarque, d'ailleurs, on se connaît déjà, en fait on en parlé tout à l'heure, mais on a déjà vu Lily. Parce que là il y a un truc assez fou, c'est on vient de commencer un plan de 3 minutes 17. Donc c'est donc un plan séquence. Pour rappel, c'est une séquence qui se déroule dans un seul plan. Vous devez connaître ce terme. Et là, on assiste à un tour de force technique et artistique. 3 minutes 17 d'un seul plan. Vous allez voir qu'il commence dans la bibliothèque, qui va après se poursuivre dans les couloirs du lycée et se finir dans le hall du lycée. Larry Bagdick, l'acteur qui joue Larry dans la série qu'on avait rencontré, notre pote Larry, notre meilleur pote, qu'on avait rencontré lors du Fan Meet 2018, nous en avait parlé. Ça l'avait beaucoup marqué que Joss soit aussi créatif et pointilleux pour se permettre ce plan qui coûte extrêmement cher, qui est extrêmement compliqué à faire. Et c'est vrai que c'est un des premiers trucs dont il nous avait parlé. C'est un plan qui présente tous les persos, qui remet en place toutes les histoires et toutes les intrigues. Qui nous rappelle que Cordelia a des gros problèmes de riches, parce que t'es en mode oh là là, c'est trop nul. Ça fait un peu office de Previously, parce qu'il n'y en a pas eu sur cet épisode, mais là ça nous replace tout un peu. Alors il sert à plein de choses ce plan. C'est déjà un moyen une espèce de note d'attention artistique pour nous dire attention, cette année on a plus de budget, on va vous faire des trucs de ouf, parce que ce genre de plan c'était infaisable dans les 2 premières saisons, déjà parce que ce décor n'existait pas, ce décor ne pouvait pas être filmé dans son entièreté, et c'est des choses qu'on avait à l'époque. C'est des choses qu'on voyait par exemple dans Urgence ou dans X-Files, mais pas dans Buffy, qui était une série qui était diffusée sur une chaîne de moindre importance. Et donc là, c'est un peu une manière de dire, voilà, nous aussi, on est capable de faire ce genre de plan assez incroyable et assez
assez difficile à faire. Ensuite, c'est un intérêt narratif parce que comme tu l'as dit Riley et Nora tu l'as dit aussi, on voit tous les personnages dans le plan. On voit Will, Jace, Oz, Cordy, Xander et donc même Larry et tous nous sont présentés comme super à l'aise, comme exécutant une chorégraphie très très bien huilée parce que c'est ça un plan séquence aussi, c'est faut que tout le monde bouge au même moment, soit bien dans ses marques et soit c'est du boulot. C'est un ballet. C'est un ballet. Et c'est ce que nous montre ce plan, c'est que là on attaque la 3e année dans les couloirs du lycée de Sunnydale et donc tout le monde bouge ensemble, unis comme une même troupe, ce qui va donc être l'inverse de ce qu'on va voir juste après, parce que ce 3e plan, ce plan a le 3e intérêt d'être mis en rapport avec le plan qui va suivre, dans lequel on va découvrir une Buffy par elle seule en plan fixe, donc à l'opposé de ce plan plein de virtuosité et d'énergie et d'effervescence. Joss Whedon, à chaque fois qu'il réalise un épisode, il se met des défis tout le temps. C'est quand même très fort. On a quand même eu plein de gens qui se passent devant. On vient d'avoir une remarque complètement méta du footeux qu'on connaît bien, qui nous dit cette saison, j'espère qu'il y aura pas trop de morts ici. Enfin, c'est complètement. C'est génial. Non, et vous l'avez vu, et voilà, bim. Et en plus, une rupture, on n'entend pas là, mais il y a une rupture sonore hyper forte entre le bois du lycée. On est chez Bridget Jones, là, voilà. C'est même pire que Bridget Jones. Buffy elle va manger de l'haricot à la cuillère. C'est un excellent montage et c'est un zombie, hein, elle est perdue dans ses pensées. Et là, le plan large juste après, un peu en travelling où elle est toute petite dedans, c'est pareil ça. Et oui, et déjà en fait il y a le premier SDF, j'avais pas fait gaffe, mais il y a déjà des mecs qui font le. Ah oui, voilà. Et on enchaîne sur un autre plan de présentation un peu de l'univers, et donc qui n'a rien à voir. C'est un travelling un peu latéral, haché par des plans serrés. Et cette phrase qu'on vient d'entendre des SDF qui dit I'm no one, qui est atroce, parce qu'on est Buffy qui est en quête identitaire, qui est complètement perdu de qui suis-je, etc. Et là, I'm no one, t'as un miroir qui te dit mais moi aussi, gars, high five. Ça parle du thème de l'épisode, et en plus ça va avoir une répercussion dans l'épisode en soi, parce qu'on va comprendre plus tard. Et c'est ce qu'on a vu de tous ces adolescents dans le plan séquence de 3 minutes. Étaient tous pleins d'ambition pour cette nouvelle année, avaient envie de plein de choses, et à l'inverse on a Buffy à Los Angeles et ses clodos ou ses drogués qui l'entourent, qui eux n'ont aucune ambition, sont à 2 doigts du suicide, donc il y a vraiment une grosse puis elle qui vivote, elle me rappelle, je sais pas si les gens qui nous suivent regardent ou ont vu Arrested Development, mais elle marche un peu comme Michael Cera, la tête comme ça là, un peu Snoopy-like. Ouais, elle est pas en forme. On a clairement une Buffy qui est pas du tout en forme. Et il y a aussi une histoire de point de vue là-dedans, parce que je vous rappelle que Buffy a quitté Sunnydale parce que Sunnydale, ça s'était aussi très mal passé pour elle. Et là, elle arrive à un endroit où c'est encore pire, alors qu'elle est censée avoir quitté la bouche de l'enfer. Donc normalement, ça peut pas être pire ailleurs. Mais donc il y a cette notion où elle ne va pas, c'est elle qui amène aussi son passé, son passif dans l'endroit. C'est le décor intérieur en fait, c'est un paysage intérieur. De toute façon, quand t'es pas bien, que tu vas à une soirée, tu passerais une soirée de merde, ça on sait, donc elle passe un petit peu une vie de merde, la Buffy. Well, you kind of saved us. I never thanked you or anything. Did you tell anyone who I was? Oh no, not even Ricky. I mean, I was so surprised. Et elle, du coup, Lily, c'est en fait Chanterelle, qu'on avait vu dans saison 2. Oui. Dans l'épisode de Lie to Me. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on va très très vite là, on est déjà. Elle traînait avec un club de vampires. Ouais, c'est ça. Donc c'est Julia Lee, c'est une comédienne, elle a joué aussi dans Charmed. Faut le noter, Charmed, série qu'on aime pas trop. Mais surtout, elle rejoint dans Angel après. Elle est en train de cocher une case du boulot, express, c'est fait. Mais elle a fait aussi des téléfilms, enfin, elle a pas une grande carrière d'actrice. Mais on la revoit dans Angel par contre. Ça, c'est dans des épisodes où elle revient. Là, on fait un point réalisation parce que. C'est le même personnage en plus. Vous voyez, dans le début de cette scène, les deux actrices sont filmées dans le même plan. Et on sent qu'il peut naître une amitié entre les deux personnages. Et vous allez voir, au moment où il va y avoir une rupture dans la réalisation, au moment où Lily va amener un peu maladroitement, va parler du fric, lui parler de pognon, va parler de ses problèmes d'argent, et là va y avoir une rupture dans la réalisation, et les deux personnages vont être présentés chacune dans leur plan en champ contre champ. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a vraiment une volonté de marquer le discours. Et sur les couleurs qu'elles portent, on est sur du rouge, du blanc et du beige, c'est intéressant de voir ça. Elles sont toutes les deux blondes, il y a une grosse similitude sur les costumes. Et voilà, c'est là qu'il y a la petite rupture où elle s'arrête de marcher et bim, finalement elles vont pas devenir potes, ou au moins pas tout de suite quoi.
because I'm broke. I don't think so. I just kind of... I want to be alone. I didn't mean to bug you. No, I didn't mean that. It's just... A lot of people like that, it's too much. I do have... Bah c'est là qu'on découvre que Los Angeles qui était presque fantasmé par les habitants de Sunnydale, comme la grande ville, c'est là qu'il y a les grandes boutiques et tout. Du coup ce sera dans Angel, la série, ce sera vachement développé parce que ça se passe à Los Angeles et du coup c'est des prémices finalement de tout ce qui sera écrit dans Angel. Et un petit détail sur Anne, le côté Anne Buffy, qui peut nous donner un peu d'espoir sur le fait que Buffy n'est peut-être pas si loin que ça, c'est que Anne c'est juste le deuxième prénom en fait de Buffy. Buffy n'a pas... Elle n'a pas sorti ça de nulle part. Elle n'a pas quitté totalement son identité de Buffy, elle a juste décalé son identité en prenant son deuxième prénom. Et là on vient de ah oui, elle a des genouillères, d'accord. On voit ses genouillères. Ok, Sartman il dit ça. Ouais. Et donc là, mais ce qui est intéressant, c'est que là on voit Buffy qui peut pas s'en empêcher en fait. C'est vrai, son instinct de tueuse en fait, de super-héroïne prend le dessus. Elle parle avec Lily, mais là elle voit un SDF en train de se faire qui allait se faire renverser par une voiture. Qui a dit I am no one lui aussi. Et elle le sauve. Exactement, son instinct de tueuse, de super-héroïne revient au galop. Alors, parce que, et pourtant elle quitte après la foule, parce qu'on vous le rappelle, à ce moment-là, elle ne veut être personne. Elle est comme les autres, elle dit I'm no one, je suis pas importante, je veux être seule. C'est un peu ce qu'elle dit. Et elle tombe sur Ken. Sur un mec qui est quand même giga creepy. Ah oui, on est d'accord. Quand on a une femme, tous les warnings sont là. Il est vraiment chelou. Ken est interprété par un discours scandaleux en plus. Par Carlos Jacotte. Et Carlos Jacotte, il a une petite... il a joué dans Firefly. Il a une chance, c'est qu'il a joué dans Buffy. Il a joué dans plein de trucs à l'époque. Mais il a surtout joué dans Buffy, Angel et Firefly. Il fait partie des rares acteurs à avoir joué dans les 3 séries du Whedonverse. C'est parce qu'il a la coupe Nathan Fillion, quoi. Ça doit être ça. Donc apparemment ils sont 5 ces acteurs. Moi j'en ai juste trouvé 2 autres. Je vous les cite. Andy Hamburger qui joue Dofrin, et Jonathan Woodward qui joue Holden dans Conversation with Dead People. Voilà, apparemment il y en a 2 autres que j'ai pas réussi à trouver, mais si jamais vous avez l'info, on veut bien. Les chouchous de Joss. Finalement. Exactement, et enfin pour des seconds rôles quand même. Là on a une séquence clippée avec des jeunes un peu perdus qui font la manche, qui ont l'air un peu tristes. Ce que Ken vient de lui dire, c'est ici tu restes pas une petite nouvelle très longtemps, tu restes pas fraîche très longtemps, tu te désespères assez vite. Et il lui a dit this is not a good place for a kid to be, you get old fast. Et exactement, tu deviens vite vieille, parce que c'est ça aussi la contradiction. On a dit dans le dernier épisode que Buffy, elle s'émancipait, elle quittait le foyer familial, elle quittait ses amis, elle quittait tout pour s'émanciper. Et là on a le contre-coup. Elle s'est émancipée, mais peut-être un peu trop vite, peut-être un peu trop brutalement. C'était un peu violent, quoi. Oui. Et peut-être qu'elle n'est finalement pas encore prête. Ou c'est pas pour les bonnes raisons qu'elle est partie. C'est pas exactement. Final, et donc là on a le groupe. Le Lovely Belly là, Belly Love, dont tu parlais dans l'intro. Exactement, qui nous interprète Back to Freedom. Riley, vous avez fait une analyse sémiologique. Analyse de texte. Ah ouais, mais ce que tu m'as forcé à faire. Non, alors j'ai juste écouté le refrain. Qu'il dit I will find my way to the field, donc évidemment trouver sa voie. C'est un peu le message aussi de l'épisode. Voilà, la chanson s'appelle Back to Freedom, on l'a déjà dit, bien sûr. Bon, apparemment, on n'est toujours pas striké, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Continuons. Donc là, c'est la Depressing Night, comme ils disent, au bronze. Ouais, cette chanson est très déprimante. Oui, et puis c'est ce qu'on disait, tout ça, c'est une question de point de vue. Le bronze, just never seems the same without her. Le bronze n'est pas pareil quand elle n'est pas là, sans elle. Et le bronze, finalement, il est à l'image de la série. Il est beaucoup moins bien quand Buffy n'y est pas. Et c'est ça, nos amis Xander, Willow et Oz sont un peu déprimés. Et du coup, le bronze leur apparaît comme déprimé. Il y a Big M qui rappelle que Buffy vient de LA à la base. Moi, j'avais oublié, mais oui, c'est vrai. Donc c'est lui qui le connaît finalement. En fait. Donc le mec qui lui fait un peu la leçon sur oui, LA c'est comme ça, un peu de mansplaining, tu vois. Bah, oui, tu l'avais précisé en antenne, Riley, que Ken avait un discours paternaliste. Oui, c'est ça. Outrancier, quoi. Ouais, c'est bon, c'est pas parce que c'est une petite blonde en face de toi que tu dois lui apprendre la vie, quoi. Il est horrible, c'est un peu ce que nous on croit quand on commence Buffy, c'est justement la oui, mais là on est en saison 3. En même temps, mais quelqu'un dans les commentaires dit que il ou elle, je sais plus, a découvert la série comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté quand tu découvres une petite blondinette avec des petits tops pastels, tu te dis genre, oh, elle est mignonne, elle va se faire tuer. Et là, bra.
Peut-être en plus, comme c'est le premier épisode d'une nouvelle saison, peut-être qu'il faut aussi replacer des enjeux comme ça, t'as raison. Ok, bah oui, Buffy elle va pas se laisser faire. Et pendant ce temps, donc dans la maison de Buffy, Joyce et Giles, ça c'est très bon ça. Ils ont une scène déjà tous les deux, ce qui est quand même assez rare. Et surtout, on assiste à une scène que tous les parents connaissent, c'est-à-dire que quand un gamin fait de la merde, le papa et la maman se rejettent la faute l'un sur l'autre. Ça, c'est et ça c'est très beau. Et donc ça ancre bien ce qu'on avait déjà bien compris, que Giles était la figure paternelle dans la série de Buffy. Joyce, évidemment, sa mère. Et ça c'est une relation qui est vachement développée du coup en saison 3 qui était pas, c'était pas le cas avant. On va en voir plus à partir de là, jusqu'à Band Candy et tout ça. Entre les deux, il va vraiment se créer un truc fort entre les deux, mais enfin même jusqu'à The Body quoi. Enfin, oui, bien sûr, oui. Mais c'est à partir de là qu'il y a une vraie relation. Et là il y a la question, voilà, donc il lui dit j'ai pas fait Buffy, j'ai pas fait de ce qu'elle est, enfin c'est pas moi qui ai décidé qu'elle était, et là la mère vient de demander mais elle est qui? Et là, boum, cut sur voilà, la phrase Buffy, Anne. Et là, tout de suite, qui es-tu? Es-tu Buffy? Es-tu Anne? I am the one. Mais c'est ça, alors, je sais pas si je l'ai dit encore, non, je l'ai pas dit, mais j'étais censé le dire. C'est le thème clairement de cet épisode, qui on est, qui on choisit d'être, ou qui on nous oblige à être. Enfin, c'est vraiment un truc d'identité très importante. C'est pour ça qu'on assiste à Buffy qui a changé d'identité en s'appelant Anne, Lily qui donc ce n'est pas son vrai prénom, que ça présenterait à l'avant. Régulièrement d'identité. Et c'est deux femmes qui vont échanger d'identité à la fin de l'épisode. Là, elle lui en parle. Voilà, elle lui dit mais en fait toi t'es quelqu'un qui a de légende, je te connais d'avant, pourquoi tu t'en fous et tout. Mais en fait je trouve que c'est un épisode fondateur et un tournant sur le restant de la série, puisque c'est à ce moment-là que Buffy commence à entrevoir qu'elle a la main sur son destin, puisque là on peut vraiment parler de destin, la tueuse c'est le destin, et c'est là que j'ai l'impression qu'on commence quand on connaît la série évidemment, à entreapercevoir la fin en fait. Et le côté se prendre en main les choses et arrêter de se dire que la vie est toute tracée, qu'il y a une tueuse, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que oui, parce que dans la partie dans le camp de travailleurs tout ça, là il y a vraiment un truc de partager son pouvoir. Exactement. Mais pour l'instant c'est le début de l'enquête et c'est parce que le Richie, le copain de Lily, a disparu. Et il avait l'habitude de donner son sang dans cet établissement de don du sang. Et donc c'est là que commence l'enquête et déjà voilà, il y a eu un premier changement. Buffy a changé de fringue et elle arbore sa croix qu'on connaît bien. Le top pastel. Donc et là, il se passe un truc quand même. La coiffure de Rachel dans Friends en saison 3, je crois. Bref. Oula. Vous êtes très à la mode en 90. Tout le monde avait la coiffure de Rachel. Moi, je rêvais de la voir. J'avais pas les cheveux pour, mais. Moi, je l'avais pas non plus cette coiffure. Ah bon? Mais d'accord, mais ouais, enfin, vous êtes très. Je sais pas, ouais. Ça me vient comme ça. Mais voilà, Buffy veut toujours être seule. Avec Lily lui a proposé qu'elles enquêtent ensemble. Buffy lui a dit, non, on va plutôt se séparer. Et d'ailleurs, elle enquête seule dans un endroit très glauque. C'est assez nouveau pour Buffy d'avoir un gang, puisque quand elle arrive à Sunnydale, elle était quand même isolée et marginale, même si elle était populaire. Elle enquêtait elle tuait les vampires toute seule. Et c'est vrai qu'elle a du mal à s'intégrer au groupe. C'est aussi le thème de la série, c'est la solitude que procure la solitude dans le groupe, elle a beau avoir le Scooby Gang, elle est différente, toute seule, et puis c'est elle seule sur qui repose le poids de sauver l'humanité. Parce que voilà, elle est différente, qui lui impose. Et donc elle tombe sur ce cadavre qui a bu de l'eau de Javel. Qui a bu un truc pour déboucher les. Bah oui, alors moi c'est ce que je me suis dit. Riley s'est suicidé. Mais vous, Riley, qui êtes spécialiste en drogue, vous me dites qu'il l'a pas bu, il a sniffé. Alors c'est ça que vous dites. Je ne sais pas, mais en tout cas l'image ou ce que ça renvoie, l'image, c'est fait plutôt overdose dans un vieux squat complètement. D'un gars, c'est pas comme si c'était suicidé ou quoi. Donc parce que ça renvoie surtout à cette image-là. Après, on ne sait pas, on interprète comme on veut le fait qu'il y ait cette soude, comme tu dis. Parce que la soude, ça peut se sniffer également. C'est peut-être que font les jeunes délinquants. Je pense que ça montre plutôt, et puis même la première scène entre Lily et Richie montrait quand même qu'ils étaient un peu. Ils avaient l'image de junkie en tout cas. Là, on a encore les mêmes couleurs. Regardez, on a le vert du gilet qui reflète le vert du haut de Buffy. Là, elle se ressemble complètement. Alors là, avec le gilet vert. Là, s'il y a une scène où les deux personnages de Lily et de Anne sont symétriques, c'est clairement celle-là où donc Lily apprend la mort de son petit ami. Pour rappel, Buffy vient de tuer son petit ami quelques semaines auparavant dans l'épisode précédent, et il y a ce truc la première réaction de Lily, c'est mais qu'est-ce que je vais faire? Il takes care. Il takes care of me, il s'occupe de moi. Buffy lui dit mais non, vas-y, il faut aller de l'avant, tout ça. Enfin, les deux réactions ne sont pas les mêmes, mais pour le même événement. Elles vivent toutes les deux le même événement.
Et elles n'ont pas la même réaction. Lily refuse de perdre son amoureux. Buffy, mais c'est marrant, Buffy c'est la première fois depuis le début de l'épisode où on la voit être désolée pour quelqu'un et avoir de l'empathie. Je trouve depuis le début elle est très froide et elle garde ses distances et elle dit non je t'aiderai pas parce qu'elle veut pas s'impliquer, elle veut être seule et là elle prend des pincettes pour lui expliquer ce qui s'est passé quoi. Maybe it's not Ricky, okay? Lily, this is something you're just gonna have to deal with. But he didn't do anything wrong. Why would this happen to him? That's not the point. These things happen all the time. You can't just close your eyes and hope that they're gonna go away. Tu vois ce qu'elle vient de dire? Elle a dit il y a toujours un truc qui arrive, t'as pas... oui, on voudrait tous fermer les yeux et faire semblant que ça n'arrive pas. Voilà. Sauf que Buffy, le problème c'est que c'est une des seules personnes sur Terre dans cet univers fictif qui ne peut pas faire semblant qu'il y a des trucs qu'il y a rien qui se passe dehors. Je veux dire, elle est obligée de le faire, sinon la bouche de l'enfer s'ouvre et puis tout le monde crève quoi. Voilà. Là, Lily elle est horrible, elle lui rejeter la faute sur Buffy quand même, c'est un peu méchant quand même. C'est pas très mignon. Non mais c'est un peu ingrat quand même de rejeter la faute du coup sur Buffy en disant je suis venu te chercher, finalement ce que t'apportes avec toi c'est mauvais. Et c'est ce que pense aussi Buffy, c'est pour ça qu'elle a quitté ses amis à ce donc là, en fait finalement ça c'est un truc qu'elle pense au fond d'elle pendant toute la série, c'est qu'elle entraîne avec elle tout un bagage de mort et de peine en permanence. Tous les gens qui entourent Buffy finissent par, oui, mais y rester ou par elle être en danger. culpabilise, de toute façon c'est le lot des super-héros et super-héroïnes qui ont un destin tout tracé, ils ont rien décidé, mais... Là Ken est ultra flippant, il sort de derrière dans l'ombre avec la grille sur... l'ombre de la grille sur lui. C'est clairement un pervers. Ah non mais lui dès le début c'est creep alert quoi. C'est creep alert, exactement. But Ricky Say, are you Lily? Right. He was talking about you. Mais oui, mais parce qu'il prend. Mais là, voilà, clairement, il y a un truc de vulnérabilité. Voilà, elle est vulnérable, elle est un peu paumée. Elle a un petit côté Michelle Williams dans Dawson, je trouve, Lilian. Ah ouais. C'est vrai, dis donc. Dawson, dont j'étais fan au second degré à l'époque, mais quand même un petit peu fan. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, je sais pas si on aura le temps de le développer, mais il y a une vraie critique aussi des mouvements sectaires dans cet épisode, comme tu dis, profiter des gens un peu faibles et pas dans une bonne période. Un des thèmes de l'épisode, cette histoire de secte et tout ça. Même de la série, le prêtre Nathan Fillion, il y a une critique de la religion et des communautarismes religieux qui est quand même sympa parce que on parle beaucoup de rites païens, on a des démons, on a comme de la sorcellerie, et il y a une critique des religions monothéistes en sous-texte qui est assez intéressante. Ah, ça oui. Et malgré toutes les croix qu'on voit. Et Buffy, mine de rien, elle continue son enquête parce que voilà. Elle est plus Anne du tout. Finalement, elle a ça dans le sang, quoi. Elle a ça dans le sang. Mener l'enquête, comprendre d'où viennent ces événements étranges. Et voilà. Et là, elle vient de défoncer le téléphone. Donc là, elle est complètement devenue la tueuse. Là, on a retrouvé notre Buffy qui a cassé donc la porte déjà dans un premier temps, puis le téléphone. Là, elle commence à faire des blagues à cette personne en face d'elle, qui est un peu une figure d'autorité pourtant, mais voilà. Et là on retrouve exactement notre Buffy. Là on peut se dire que si le routier qui lui a mis un au cul était là à ce moment-là, ça se passerait pas pareil que... Il se ferait démonter comme on attendait tout à l'heure. Qu'en début d'épisode, ouais, effectivement. Puis là elle a repris la confiance, elle est en train de balancer punchline sur punchline. C'est vrai, elle est en mode Buffy à fond quoi, ouais. Elle fait des blagues et tout. Génial. Healthy ones. Give them to who? Well, don't you look nice? I guess. Well, you don't want to wear your own outfit to the cleansing, it'll get soaked. Donc la Ken, il est en mode à fond secte à donf. Et la mode born again. Il y a carrément un uniforme de secte et tout, de cultiste quoi. Et là on est dans encore le motif de l'identité, puisque quand tu rentres dans une secte, là, tu perds ton identité. Tu dois t'es au profit du groupe, l'individuel n'existe plus, l'individu n'est plus là, parfois on te renomme, et elle d'ailleurs dit qu'elle a changé de nom plusieurs fois, donc c'est une femme qui a des problèmes d'identité, et le fait de rejoindre une secte, tu te dilues en fait. Et ces scènes de sectes d'embrigadement sont une référence très claire au sketch des inconnus, les sectes que vous connaissez tous. Avec le grand gourou Skippy, évidemment, donc je vous mettrai le lien dans les commentaires pour ceux qui bien sûr, mais c'est FR3, j'ai quitté FR3.
C'est une évidence pour tout le monde que Joss Whedon est fan des inconnus. Il n'y a aucun problème. Pendant ce temps... On l'a écrit avant que Kairis fasse le bingo. C'était déjà les Mais je regarde pas le bingo, moi. Il y a Big M qui nous dit, est-ce qu'on parle du fait que Xander a le plus gros pieu de la compensation? C'est fort possible. Connaissant le comédien, il veut impressionner Cordelia peut-être, et puis voilà quoi. Il y a peut-être un truc comme ça. Et oui, parce que donc on l'a pas dit, mais pour ceux qui n'ont pas l'image, donc le Scooby Gang pendant ce temps-là adopte une nouvelle tactique pour essayer d'attraper ce vampire ou même de le tuer. Vampire gymnaste. Ils vont utiliser, c'est vrai qu'il est gymnaste. Mais oui, il y a des trucs qu'on a oublié de dire, mais oui, parce qu'il y a des scènes coupées où on apprend que voilà. Mais bref, oui, c'est un vampire gymnaste. Et donc ils utilisent la technique de l'appât, qui est très souvent utilisée dans les fictions et avec dans Cordelia, généralement avec Cordelia qui doit appâter le vampire. Et pendant ce temps-là, à Los Angeles, très drôle, c'est très très drôle comme elle veut essayer de s'incruster dans cette secte. Clairement, on dirait une fraternité de mecs chelous. Oui, c'est que des mecs chelous, ils ont tous été castés comme ça. En fait, c'est marrant parce que c'est l'endroit où tu n'irais pas quand t'es une femme. Tu te dis ouais, il va m'arriver que de la merde, tu vas là-dedans. Et elle, au contraire, c'est Buffy, donc elle va aller sauver Lily qui là va être baptisée dans un truc que c'est dégueu. Voilà. On dirait le film Under the Skin. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec oui, formidable. Le type s'enfonce là. C'est dégueu. Et là, voilà, ça y est. Allez Ken, t'es foutu dans la gueule. Et donc c'est le baptême, on l'a pas dit, mais là c'était un baptême qui se passe par une galipette. C'est 98. Ouais, non, mais c'est mieux que dans le charme en tout cas. Et tout le monde. Et il y a une porte, je vais pas en faire des caisses sur les parce que moi j'aime bien analyser la symbolique des portes. Ouais, une porte noire. Là, la porte mystique vers le dessous. Voilà, le monde souterrain qui n'augure jamais rien de bon dans les fictions et dans Buffy encore plus. Et c'est une porte en plus dimensionnelle, on va l'apprendre très très bientôt. Ken, évidemment, un démon. Un démon dégueulasse. Oui, il est vilain. Et c'est très drôle parce qu'il dit putain j'ai mis des heures à me coller ce masque, c'est encore très méta. Il en avait marre de porter le masque des humains et du coup le fait qu'il perde ça. Parce qu'on imagine que le comédien a vraiment mis des heures à se faire poser ce masque. C'est très drôle. Et c'est la découverte de la fonderie des enfers. On pense à plein de films qu'on connaît, plein d'images de ça et parfois Indiana Jones. Parfois des images de bagne, de camps de travaux et tout, mais on pense à ArcelorMittal. Et voilà, et là c'est aussi parfois des vraies images de la réalité. Non mais l'exploitation de la main d'œuvre prolétaire. Va y avoir un vrai. La musique de Christopher Beck là-dessus est génial aussi, on l'entend pas encore une fois, mais c'est vachement appuyé, hyper lourd, infernal quoi. Mais on va en parler plus tard dans cet épisode, mais c'est clairement on a une critique aussi du capitalisme, de l'exploitation des ouvriers, très clair, avec des gros sabots, parce que évidemment là les patrons sont des démons, mais c'est ça aussi et sont des hommes. Parce que dans Buffy, dans Buffy, c'est quand même le conseil qui, à la base, a, entre guillemets, nommé une tueuse. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais bon, on va faire court, sont que des hommes aussi. Et les tueuses sont des femmes. Donc, tout se reproduit aussi à l'infini dans Buffy, dans les rapports de pouvoir et de domination. Quand t'es un homme blanc de 40-50 ans, il y a d'énormes chances pour que tu sois un démon ou un salopard dans Buffy, ça c'est clair et net. Et donc là on est de retourner à Sunnydale où c'est la bagarre. Et là il y a une scène qui marche très bien, qui est très rapide. Drôle, voilà. Et voilà. Xander et Cordelia qui n'arrivaient pas à s'avouer leurs sentiments dans le feu de l'action se retrouvent en position quelque peu tendancieuse. Histoire résolue, on se demandait s'ils étaient ensemble. C'est vite réglé. C'est quand même assez vite réglé, c'est un peu évacué rapidement. Et parce que c'est un clin d'œil à l'épisode de What's My Line dans lequel la première fois ils s'embrassent et c'était déjà une crise un petit peu, ils étaient pendant un danger, ils étaient menacés de mort par un tueur. Ça sous-entend qu'ils sont pas vus de l'été, c'est très ça joue vachement sur l'ellipse. Et parce que c'est ça aussi Buffy, on l'a pas précisé. Comme si les persos étaient vraiment en vacances. On le précise souvent. Buffy, ça alterne les séquences très très glauques, très très chargées, très très tristes, avec des séquences beaucoup plus légères, comme on vient de le voir là. Et puis là, on plonge dans un discours philosophique. Qu'est-ce que l'enfer si ce n'est pas l'absence d'espoir, etc. Ça y remet une petite couche sur le thème finalement, Ken. Là. On est un peu sur l'homme au masque de fer aussi là, avec les deux qui se ressemblent beaucoup dans la prison.
Et ouais. Et parce que donc attends, je suis perdu dans mon conducteur moi. Tac. Oui, alors c'est là qu'on a le truc, l'explication de cette dimension là dans laquelle Donc le temps passe plus. Voilà, exactement. C'est le Interstellar de Buffy. Du coup, on est sur la planète. Le temps passe beaucoup plus lentement dans cette dimension que dans un jour sur c'est Terre. 100 ans quoi. Voilà. Et donc moi j'ai adoré fouiller les internets à la recherche d'explications. Donc il y a plein de gens très très méticuleux qui ont voulu dire dis donc ça tient pas trop la route cette histoire en expliquant que par exemple si c'était vraiment le cas les démons seraient obligés de recruter genre une trentaine de personnes par jour pour alimenter leurs usines parce que tous les jours il se passe 100 ans donc tous les jours il y a un être humain qui meurt donc ils sont obligés donc ils seraient obligés du coup d'enlever 11 000 jeunes par an. Ça ne tient pas debout Donc ça serait compliqué. Okay. Ou alors quand dans la scène juste avant où Lily est d'abord tombée dans la porte démoniaque et 4 secondes ou 10 secondes après Buffy est tombée, et ben il aurait dû se passer 4 jours. 4 jours sur Terre, donc ça ne tient pas la route. En même temps, Lily était déjà contre un pilier en se frottant la tête. Ça veut dire qu'elle est restée 4 jours contre le pilier. Priorité au direct, là il vient de lui dire la phrase tu travailles et tu vis. Tu travailles, c'est tout. Et en fait, c'est quand même la vie. C'est moche, ça fait chier. C'est travailler. Donc c'est ce truc de la permanence dont on parlait. Buffy qui a voulu arrêter avec cette routine qu'elle avait tous les jours. Le mec vient de lui dire c'est pas ce que t'as voulu disparaître. On lui en propose une autre. Voilà. T'as voulu disparaître, t'as voulu oublier qui tu étais vraiment. Bienvenue ici quoi. Mais cette scène est géniale. Donc le tortionnaire demande le nom. Comment tu t'appelles à toutes les prisonnières qui doivent répondre I'm no one. Who are you, ouais. Et là, Who are you, voilà, et Buffy. C'est excellent. Comme avec Ulysse, c'est le Cyclope. Ce mythe d'Ulysse. Ulysse qui défonce le Cyclope et quand donc il lui dit comment tu t'appelles. Il lui dit personne. Ah oui. Non, il lui dit personne. Et donc quand les Cyclopes parce qu'il le voit plus, il a enlevé son œil. Il lui dit déjà comment tu t'appelles, personne. Et quand les Cyclopes arrivent et que Cyclope dit on m'a niqué l'œil, qui t'a fait ça? Personne. Et moi quand j'ai vu cet épisode, j'ai pensé à ça, le No One. Là, Buffy, au contraire, elle affirme son nom, elle dit je suis Buffy la tueuse de vampires. Je suis carrément le titre de la série. Là c'est ultra méta, c'est I am Buffy the Vampire Slayer. Donc ça y est, on retrouve Buffy. Princess Bride, tu sais. On retrouve notre série. Excellente punchline. Voilà, et elle est prête pour défoncer tout le monde. Et on retrouve donc une super héroïne qui est là pour changer le monde, qui est plutôt que de le subir, elle a beaucoup subi quand même dans ce début d'épisode, Buffy. Et ben là on la retrouve en vraie super héroïne qui va changer les choses. Mais elle peut pas s'en empêcher, mais c'est ça qui est intéressant en fait, parce qu'on a deux dimensions où finalement elle fait la même chose dans les deux dimensions et on se demande pourquoi il y en a une qu'elle préfère et pas l'autre, et pourquoi elle n'est pas capable de... Elle subit dans les deux. Elle subit dans le monde capitaliste, voilà, mais elle pourrait subir comme elle subit son destin dans le monde réel, et elle fait un choix, et c'est intéressant de voir qu'elle peut faire un choix. Et elle lance un... C'est la révolution. Là, il y a un plan assez génial, pareil, avec un plan très long qui se passe pendant tout le... Elle est poursuivie par les trucs. Et bref, juste, elle avait un slogan qui était pas du tout emprunté à Karl Marx ou à Arlette Laguillet, qui était « Anyone who's not having fun here, follow me ». Voilà, c'est le meilleur des slogans politiques. Si vous vous éclatez pas ou si vous prenez pas du bon temps ici, vous me suivez. Et elle monte sur la scène. C'est une scène du générique, ça, non? Attends. Exactement. Il y a plein de plans. Alors là, cette baston, elle est magnifiquement filmée. Elle va récupérer le marteau et la faucille. Et la faucille, évidemment. Donc là, elle se bat avec un énorme marteau. Mais c'est drôle. Juste après, elle va récupérer alors ce qui ressemble à une faucille et qui est en fait. Oui, en fait, c'est pas une vraie faucille. C'est un Unga Munga, aussi appelé Mambele. C'est une sorte de couteau hache originaire du sud de l'Afrique. Voilà, c'était une petite recherche. Mais il est génial ce combat. Buffy se transforme donc en leader ou leaduse de la révolution ouvrière et paysanne. Là, elle ne combat plus seulement le patriarcat, mais elle combat aussi le capitalisme. Et les deux sont liés, donc forcément... Tiens, dans ta gueule, Macron. Mais oui, génial. Ce plan, évidemment. Ce plan du générique. Plan générique, bien sûr. Et c'est tellement jouissif quand t'arrives à cet épisode et tu fais genre ah putain, c'est le plan du générique. Oui. Non, cet épisode, cette baston dure 1000 ans, elle est super bien filmée. Moi je trouve qu'il y a aussi dans les costumes des démons un truc très Allemagne nazie. Complètement, avec, les bottes en cuir, les pantalons rentrés dedans. C'est totalement totalitariste quoi. Sur cette baston, et vous pouvez aussi aller voir sur YouTube des vidéos
posté par Jeff Prout. On en parle souvent de Jeff, c'était le coordinateur des cascades dans les premières années de la série. Après, bon, il s'est fâché avec un peu tout le monde, mais il a plein de vidéos making of des coulisses de Buffy qui postent, et notamment une vidéo super longue là de ce combat, du tournage de cette scène, dans laquelle on voit Sophia Crawford, donc la cascadeuse qui joue la doublure de Buffy, et donc avec les autres, donc dès qu'il y a un plan large, c'est Sophia Crawford, et donc qui se fight avec les autres cascadeurs. Et on voit que c'est un travail de malade, parce que là tout est coupé, mais on voit donc du coup des plans mais elle dure depuis plusieurs minutes quand même, c'est incroyable hein, et on voit que les cascadeurs et Sophia Crawford font la scène eux quand ça tourne dans son intégralité, et ils la font mais super vite, et voilà, allez voir Big ça. Game pareil, disait que Jeff Prout apparaît en guest dans cet épisode un peu plus tôt. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bah, tu nous diras. Buffy défonce sa porte, apparemment. Ah, c'était un des mecs bizarres de la secte. Bah, apparemment, oui. Redis-nous Big Game sur le chat. J'ai vu passer ça tout à l'heure et puis on n'a pas eu le temps de. Et Ken qui a dit juste avant. Oui, c'est ça, le mec qui claque la porte de Buffy, c'est Jeff Prout. C'est Jeff Prout. Ouais. Bah, voilà. Et il s'est fâché avec Joss Whedon après. Ça, c'est les potins. C'est les coulisses. Non, il y a une phrase géniale de Ken, parce que Ken là est décédé. On a loupé le moment. Pas du tout, il revient après. Mais non, Ken. Ah oui, il va revenir. Bien sûr qu'il revient. Mais Ken, juste avant, il a dit Humans don't fight back. That's how this works. Les humains ne contre-attaquent pas, ne se défendent pas. C'est comme ça que ça marche d'habitude. Donc là, enfin, on est vraiment en plein militantisme révolutionnaire, voilà. Et voilà, et on a le collectif, voilà, le collectif qui soulève la grille. Et oui, pareil. Le collectif, l'inverse de ce que Buffy devrait subir. Et la fin de la série montre que le collectif l'emporte aussi, quoi. Et plus fort, exactement. Et Buffy qui refusait la foule, refusait d'être avec des gens, se rend compte que vraiment nul ce Ken. La révolution. Faire mal, ça, quand la même, révolution, cette technique de se jeter sous la grille, c'est ridicule, il est con. Mais tu sais, dans Fort Boyard, les gens le font, hein, voilà, ça a prouvé son efficacité. C'est ridicule, technique de merde, parce que là, du coup, il est mort. Voilà. Bon, bref, le collectif a réussi à soulever la grille du patriarcat ou du capitalisme. Enfin voilà, le symbolisme est très clair. Il y a une image à la Spider-Man un peu, ou Superman qui fait passer les civils. Il y a toujours une image comme ça dans les comics de super-héros. Ouais, mais elle n'arrivait pas à ouvrir toute seule, tu vois. Non, mais bien sûr. Non, c'est New York qui doit aider Spider-Man, tu vois, pour. Exactement. Après, bon, Buffy est l'héroïne. À la fin, Buffy tenait la grille toute seule, mais au début, elle avait besoin de l'aide de tout le monde, parce que effectivement. Et puis là, pour sortir de la porte dimensionnelle, il faut que tout le monde se fasse la courte échelle. Ouais, ils se sont aidés, tout ça. Tous ceux qui sont encore dedans, bah, c'est mort. Et quelqu'un, Sarah, dans les commentaires, disait que les méchants rappelaient Red Skull, et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais ouais, on dirait Red Skull. Ouais. Très nazi. Et donc possible avec Joss qui est fan de Marvel. On arrive dans l'appartement de Anne, donc qui va rester l'appartement de Anne parce que donc il y a un transfert d'identité. Il y a exactement un transfert d'identité, c'est un passage de relais. Là encore c'est très très fort parce que Buffy est redevenue Buffy, mais transmet sa force, transmet son identité de Anne à Lily. Lily qu'on a vu qui a donc balancé Ken du haut de l'espèce d'estrade là tout à l'heure, et qui a réussi à s'émanciper sans pouvoir on pourrait dire. Enfin voilà, elle a réussi à ne plus s'inquiéter d'être seule, parce que c'était son gros problème avant. Elle avait peur d'être seule sans Ricky. Là elle comprend que ça va être dur d'être seule, mais qu'elle a complètement les capacités de le faire. Et j'y vois encore un parallèle avec la fin de la série, hein. Buffy qui empouvoir les autres femmes en leur disant vous êtes maîtresse de votre destin, c'est vous qui décidez. Are you ready to be strong? Voilà. Potentiel. Les potentiels. Elle vient de lui dire, t'as le potentiel toi aussi de prendre soin de toi-même. Ça prend du temps, il faut s'entraîner. Finalement, Joss Whedon, il connaît déjà le discours de sa série. Il sait comment il va la conclure dès le début, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est très très. Et là, la dernière scène est excellente, sans aucun dialogue, où elle. Zéro dialogue, ouais. Elle rentre à Sunnydale pour retrouver Joyce. C'est ça, Buffy qui scène, tape à la porte de chez sa mère. Sa mère qui se dit tiens, parce qu'on l'a vu ouvrir la porte tout à l'heure à Giles, mais là elle sent quelque chose, comme si il y avait quelqu'un d'autre derrière cette porte. C'est une magnifique scène, mais qui fonctionne parce qu'on connaît très bien les personnages et parce que on sait exactement ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Il n'y a aucun
besoin de bien sûr, dialogue. elle prend dans ses bras, elle est pas du tout fâchée, Joyce. Mais voilà, la mère, on le rappelle, la mère et la fille se sont quittées par une énorme engueulade qui ressemblait beaucoup à un coming out qui se passe très très mal, où sa mère refusait l'identité que sa fille lui présentait. Bah non, si t'es comme ça, moi je veux pas de toi chez moi. Et ça réconcilie immédiatement. Voilà, maintenant Joyce va accepter cette identité de tueuse. Parce qu'elle a pas le choix. Elle a surtout Parce pas le que choix. Buffy n'a pas le choix, et donc sa mère n'a pas le choix. Oui. Personne n'a le choix dans cette série. Et l'amour que j'imagine qu'a Joyce pour sa fille est plus fort que ses préjugés. C'est passé extrêmement vite, hein. On a raté la moitié des... C'est vrai. C'est moche. Ça va beaucoup Moi, je suis trop bruteuse officielle c'est toi qui fais du carton de la prod, ouais. Mutant Enemy, ouais. Bah on va se faire une petite conclusion, hein. Ouais, très bon épisode quand même. Ouais, conclusion, vas-y. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Et oui, c'est l'heure de la conclusion, donc épisode qui est passé extrêmement vite, hein, comme d'habitude. Un excellent épisode, hein, comme on aime. Souvent les épisodes écrits et réalisés par Joss Whedon sont quand même au-dessus des autres. Donc alors qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Moi j'ai noté quelques bricoles. Je dirais déjà que on a une critique, hein, d'une certaine vision du travail, hein. Bon, on l'a dit, mais je répète. Et il y a de la hiérarchie, hein, qui vise à transformer le travailleur en outil et à effacer l'individu et à effacer sa personnalité. Donc là c'est très clair, hein, Ken et ses sbires voulaient effacer la personnalité des gens. Ils ne voulaient que des outils de travail. Et bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'être humain est multiple et il faut prendre en compte ces différentes identités. On a aussi un épisode dans lequel Buffy donc est rattrapée par son rôle de protectrice. On l'avait dit, au début elle va être tranquille, mais finalement se rend compte que quand on est dans le pétrin, c'est quand même mieux d'être à plusieurs pour s'en sortir. Et c'est tout ce que j'avais noté en conclusion. Riley, est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion? Vous êtes en train de décéder, Riley? Non, effectivement, j'ai envie de prendre une douche. Il est en train de fondre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, que j'adore cet épisode en fait. Il est cool. Je me souviens en plus du moment où je l'ai vu à l'époque, où j'étais au lycée. Il m'avait marqué, il y avait justement tout ce retour. On a attendu nous aussi Buffy qui revient, bref, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et thématiquement, c'est parfait. Même dans la mise en scène de Joss Whedon, on a parlé du plan séquence, mais en fait, tout l'épisode est super carré, super en... Le fond et la forme se rejoignent bien dessus, j'adore. Et c'est un épisode, en plus, j'ai l'impression, depuis qu'on fait ce podcast, on a rencontré beaucoup de fans de la série. Et que Anne, c'est toujours un épisode un peu particulier chez les fans, j'ai l'impression que les gens l'oublient jamais, même s'ils le citent jamais comme leur épisode préféré. Mais tout le monde se souvient de Anne et quand on le revoit là, il est mortel. Bah et puis ouais, je sais pas, moi je pense que Buffy communiste, c'est une image qui marque. moi personnellement, ça va bien que Joss l'a remis dans le générique marqué. Sur l'épisode, en essayant de pas me répéter, mais je trouve que c'est vraiment un épisode crucial dans l'évolution de Buffy et de son rapport à son activité et au choix. Je pense que là on est sur un épisode sur le choix, donc philosophiquement c'est hyper intéressant. Ce qu'elle choisit d'être, ce qu'elle n'a pas choisi d'être, sa marge en fait de liberté, dans quelle mesure elle est libre d'être Buffy et d'être Buffy la tueuse, quoi, parce que les deux se confondent tous les jours, mais là on voit qu'elle essaye de faire autrement et que finalement, comme on l'a dit, cet instinct qu'elle n'a pas choisi d'avoir, cet instinct la rattrape forcément. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on la voit enfin faire des choix, et c'est une série sur le choix, Buffy, pour moi, entre autres, évidemment. Mais le motif du choix et de la liberté, acteur de sa vie, c'est super important dans Buffy, quoi. Elle fait des choix en permanence, comme on disait tout à l'heure, ces choix ont des répercussions qui peuvent être mortelles sur les gens qu'elle aime et sur le monde entier finalement. Donc je trouve que c'est un épisode assez fondateur sur ce que va devenir Buffy et sur ce qu'il est déjà sur la saison 3 en fait, c'est une sorte de grosse note d'intention de la saison 3, ça va être un peu, et sur le côté post-lycée aussi après qu'on découvrira. Tout de suite, on va passer à la rubrique de l'invité.
pourquoi Buffy c'est génial. Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy, elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy, c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy, ça me donne du boulot. Buffy, c'est génial. Et parce que le bronze, c'est trop cool. Buffy was awesome! Alors que on a avec nous Nora. Donc tu es toujours là, ça va? Ça va très Tu bien, survis. je suis contente. Mais maintenant c'est à toi, c'est la rubrique de l'invité. Alors, on va commencer par te poser les questions rituelles. On a nos petits rituels dans ce podcast. On pose toujours les deux mêmes questions aux invités. Après, on essaye de faire l'intervieweur. Mais au départ, on commence toujours par te demander comment tu as découvert la série Buffy. Ben, on en parlait au tout début de l'épisode sur M6, hein, comme beaucoup d'entre nous, personnes qui vivent en France. Alors oui, je pense que c'était avant la trilogie du samedi. Et je sais pas du tout si j'en avais entendu parler avant. Enfin, tu vois, je sais pas si je l'avais lu sur Internet, si j'avais lu un article dessus dans un magazine. Je crois qu'en fait, c'est juste que j'étais fan de M6. Je regardais toutes les séries d'M6 à l'époque. De la Sentinelle au Caméléon, voilà. Et qu'il y a eu ce truc qui est arrivé. Et j'ai trouvé ça absolument génial. X-Files. X-Files, oui, j'allais citer X-Files. Bien sûr, qui est dans mon top 3. Et voilà, et donc Buffy est arrivée. Et c'est surtout, à part Xena, c'est la première fois que je voyais une nana défoncer des gueules et être méga badass, quoi. Oui, ce Xena, c'était un tout petit peu avant, je crois. C'était sur TF1 et je crois que c'était un peu avant. Ouais. Alors, samedi après-midi sur TF1. C'était un petit peu, pas biaisé, mais c'était un petit peu malin de leur part, parce que c'était quand même des personnages hyper sexualisés, mais qui véhiculaient des valeurs progressistes de ouf, quoi. Enfin, c'est très intéressant, Xena. Buffy, c'est marrant parce que il y avait le challenge du soutien-gorge que vous connaissez certainement, l'anecdote. En fait, ils se sont rendus compte à la prod de Buffy que, je crois que c'est la première saison, je crois que ça change la deuxième saison. Ils se sont rendus compte que les étudiants et étudiantes dans les campus regardaient Buffy en direct ensemble et buvaient un shot à chaque fois qu'on voyait une bretelle de soutif. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a une saison à partir de laquelle on voit plus les bretelles de soutif de Buffy. Voilà, mais donc du coup Buffy est pas très sexualisée en fait. C'est plutôt, enfin les tenues sont plutôt sages. Exactement. Voilà. Après c'est Faith qui est sexualisée à mort et tout, mais qui elle est une femme. Elle est là pour montrer aussi l'opposé de Buffy. Et puis qui est une femme qui est très libre sexuellement, etc. Et qui le revendique. Xena est très sexualisée physiquement et est très libre sexuellement parce qu'elle couche avec des hommes et des femmes, elle définit pas sa sexualité, on s'en fout de toute façon, elle fait bien ce qu'elle veut, enfin je veux dire, elle a pas besoin de mettre une étiquette. Elle est amoureuse de Gabriel. Oui, mais du coup elle couche avec des hommes aussi pendant qu'elle est amoureuse de Gabriel. Donc finalement les deux étaient assez se complétaient pas mal, quoi. Il y avait une femme plus âgée, Xena, dans un univers mythique, en plus mythologico chelou. Sam Raimi à la production, bien sûr. Ouais, mais complètement fou. Et puis Buffy, qui était plus proche de moi, du coup, parce que plus jeune, lycéenne, tout ça, quoi. Et ben la deuxième question rituelle, quel est ton épisode préféré? Mais je crois que je suis pas du tout originale. C'est horrible parce que... Dangereux, non? Moi, c'est Hush. Ah oui, il est bien aussi en même temps. Et je sais que c'est pas original, hein, parce que c'est dans tous les tops et tout, mais vraiment, moi, c'est le truc qui me... Les gentlemen... Tu flippes. C'était horrible, quoi. Et puis je trouve que c'est un tour... Ça et l'épisode musical sont des tours de force de Joss Whedon. C'est l'épisode qui marque, ouais. Donc Hush sublime. C'est vrai qu'il est très bien. On va bientôt le commenter, certainement, d'ailleurs. Oui, évidemment. Mais avant, on a d'autres questions à poser. Je suis en train de fondre. On a plein de questions à poser à Nora. Et non, voilà, faut qu'on parle de badass. Parce que parmi toutes tes activités... Qu'est-ce que tu fais à part regarder Buffy? Raconte-nous. Alors, il y a notamment donc cette web série Badass. Tu peux nous en dire 2 mots ou Bien sûr. Ouais. Eh ben, en fait, je suis chroniqueuse sur la chaîne YouTube Les Fanatiques depuis genre 2016. C'est une chaîne qui appartient à une boîte de prod qui s'appelle Vroom, qui fait du contenu web, etc., qui est aussi une boîte de prod de cinéma à la base, Partisan. Mais bref, donc il y a une chaîne qui s'appelle Les Fanatiques, et où on parle de cinéma et de séries. Moi, au tout début, je faisais des recaps de Game of Thrones avec Léo, mon binôme.
Et puis en fait, on a commencé à faire des vidéos qui s'appellent Pourquoi c'est culte, où Léo parlait d'une série culte. Et notamment une sur Buffy. Une sur Buffy, et forcément. Une sur Lost, moi c'est pour ça que je t'ai découvert. C'est cool. Buffy, forcément, c'est ma série préférée de tous les temps, donc je pouvais pas ne pas en parler. Et puis on s'est dit, tiens, moi j'ai quand même mon tropisme, moi je suis féministe, militante, en tout cas, voilà, j'ouvre ma gueule là-dessus, j'écris là-dessus. Et puis j'écris sur les séries, je suis journaliste séries, entre autres. Et donc on s'est dit, tiens, on ferait bien un truc sur les héroïnes qui ont renversé les stéréotypes de genre dans le cinéma et dans les séries. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un face-cam YouTube classique, comme pour les Pourquoi c'est culte ? Et en fait, Hossein Adibi, qui est un des gars qui bosse chez Vroomé sur la chaîne YouTube Les Fanatiques, a eu cette idée, de se dire, mais viens, on fait un programme où on mêle fiction et essais vidéo, en fait. Donc moi j'écris les parties que je dis à la caméra, donc tout ce qui est l'analyse des tout ce qui est en mode VHS. Ouais. Parce que voilà, donc on explique aux gens, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une vraie web série de fiction. Le début et la fin, c'est donc tu es un personnage de fiction qui s'appelle aussi Nora, qui vit dans un univers futuriste. Ouais, c'est une dystopie un peu à la Servante écarlate. Donc c'est une phallocratie où les femmes sont traitées comme des ventres, comme dans Handmaid's Tale, où elles n'ont plus aucun droit. Et il y a un réseau de résistance qui existe, donc les Amazones, et moi je suis dans une espèce de bunker et j'enregistre des cassettes sur un vieux caméscope pour pouvoir un peu pas être traçable par les autorités, et qui du coup traque les résistantes et les résistants. Et donc j'enregistre parce que c'est une époque où les héroïnes dont je parle ont été effacées de l'histoire. On a dit mais non, les femmes n'ont jamais été comme ça n'existe pas. Donc il y a 6 épisodes que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Les Fanatiques. Il y a même un super cut des 6 qui est sorti il y a quelques jours, donc c'est 50 minutes, il n'y a pas besoin de cliquer sur l'épisode suivant, vous avez 50 minutes. C'est ça que j'ai regardé. Ça c'est cool. Et donc on parle de Buffy, de Xena, de Ellen Ripley, d'Hélène Bénès, de Scully, Thelma et Louise. Donc on parle de plein de choses et c'est anglais, donc c'est pas une fiche Wikipédia sur le film ou la série ou le personnage. Voilà. C'est très féminisme. Chaque personnage est anglais. Scully, c'est la femme de science dans un monde d'hommes. Buffy, c'est quand le genre fait la force. Hélène Bénès, c'est sur la femme libérée sexuellement dans les années 80. Thelma et Louise, c'est une thématique du viol et de la sororité. Enfin, Hélène Ripley, c'est la last action héroïne qui était quand même inexistante à l'époque. Il y avait beaucoup de sidekicks dans les films comme Robocop, etc. Mais une héroïne à part entière qui peut être autant un homme qu'une femme, c'est-à-dire que là c'est une femme et les rôles dans Alien avaient été écrits sans les genres. Il n'y avait pas de genre dans les premières versions du scénario. Et puis elle devait être un homme à la base déjà, le héros, et donc voilà, donc c'est vraiment, on a voulu faire ça pour mettre en valeur ces femmes-là, et puis que les gens restent pour le fond fiction ou pour le fond essai. On trouvait ça cool de proposer un format un peu différent, et on a le CNC qui nous a aidé financièrement à produire ça. Ouais, parce qu'il y a un fonds Jeunes Talents qui donc c'est des aides soit à la création ou au développement d'une chaîne, soit au développement d'un programme. Donc on soumet notre programme. Mais alors, du coup, quel que soit, parce que du coup on peut parler de genre de programme également, que ce soit fiction ou je sais pas, non-fiction. On vous a pas dit, non, faut choisir là. Vous êtes quoi, Non, justement, en fait, le CNC aide à développer la création sur Internet. Donc c'est vraiment une bourse Jeunes Talents qui est pour les gens qui sont sur Snapchat, Instagram, YouTube, plein de choses. Donc vraiment, il y a des plateformes concernées. Et donc forcément, tu as X mois pour produire et sortir les premières choses que tu as eues avec cette bourse-là. Mais ton dossier est étudié en commission et après, tu as une réponse négative ou positive. Et donc là, on a une réponse positive. On a dû écrire vite et tourner très vite. On a tourné pendant les grèves de transport. Ah, très bien. On a tourné pas du tout dans Paris, c'était assez compliqué d'y aller. Il faisait -12 dans les studios. Et moi je trouve que ce qu'on a fait, franchement, niveau esthétique, c'est canon. La musique est géniale. Moi je suis ultra fière du rendu, je trouve que c'est hyper pro. Je suis très contente parce que plein de gens m'ont dit aussi, c'est très très pro. Et on a vraiment des gens super. Rafi, qui est le réalisateur, c'était formidable. On a une décoratrice qui était géniale, le décor est trop cool. Non, on s'est bien marré à le faire. Moi je suis très contente de ça. Puis on a le CNC qui nous a financé un autre projet.
qu'on a commencé à tourner. Qui est pas une saison 2 Pour l'instant, on n'a pas encore écrit la saison 2, mais là, on a un autre projet qui, pareil, on a un peu envoyé les dossiers pas en même temps, mais presque. Et le CNC nous a aussi accordé des sous pour faire ce truc, cool. Et on a commencé à tourner la semaine dernière. Et t'es en comédienne aussi Alors, c'est pas du tout de la fiction, c'est plutôt... Bon, je peux le dire, ça a rapport avec des pionnières du cinéma, donc encore sur les femmes. Invisibilisé, oublié de l'histoire du cinéma. Il faut en parler. Parce Bien que, sûr, mais il y en a un paquet. Ouais, qu'on ne connaît pas. Et donc, ce sera en motion design. Et moi, j'apparais pour l'intro et la conclue, mais je pose ma voix dessus. Donc, on me verra au début et à la fin, il y a quelques inserts dans les épisodes, mais là, c'est exclu. Parce qu'on n'a pas encore fini. Ce sera une saison de 9 épisodes. D'accord. Voilà. Et alors pour continuer sur Badass, le choix de parler de Buffy dans le premier épisode, est-ce que est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est la patronne des meufs Badass, ou parce que peut-être que c'est peut-être plus terre à terre, où il y a eu les 20 ans il y a pas longtemps, on sait qu'il y a une communauté qui est assez forte dans la série. Est-ce que vous avez réfléchi ce choix de la mettre que le premier épisode soit Buffy? Buffy, c'était un choix déjà parce que moi sur la chaîne je suis identifiée comme énorme fan de Buffy, et sur tellement de vidéos de Game of Thrones à Lost en passant par Camelot, j'ai réussi à placer une référence à Buffy. C'était un peu mon challenge personnel à chaque fois, quoi. Donc c'était aussi un peu un clin d'œil à la communauté qui nous suit depuis pas mal d'années, qui savent que voilà, ils m'attendent pour Buffy. Et puis c'est vrai que quand Buffy a été diffusée en premier, plein de gens ont réagi en disant ah bah trop bien. Enfin, évidemment. Tu vois, c'est une bonne note d'intention de ta série. Complètement. Et comme tu disais, effectivement, c'est la patronne, quoi. Après, on a fait des choix pour la saison 1. Par exemple, on regrette de ne pas avoir d'héroïnes non blanches, quoi. Mais c'est une réalité à la télévision, malheureusement. Nous, on a fait le choix d'avoir des héroïnes grand public. Des héroïnes et pas d'essayer de prendre et de pas avoir des tokens, quoi, de dire ah bah tiens on va prendre une femme noire parce qu'il faut bien qu'on ait la noire dans la saison. Moi j'ai cherché des angles, par exemple je réponds sur Twitter, sur YouTube, des gens m'ont demandé en commentaire mais il y a que des blanches dans votre saison, et je dis bah pas faute d'avoir cherché. Moi j'ai pensé à Jackie Brown ou Foxy Brown par exemple, mais je n'arrivais pas à dégager d'angle véritable qui soit pas lié forcément à la couleur de peau de ces héroïnes. Oui, c'est le problème de ces époques-là, ces acteurs, c'était dans un certain marché, pour une certaine communauté, Et puis t'avais pas de scénaristes, t'avais que des scénaristes blancs, des réalisateurs hommes blancs. Est-ce ça a vraiment aidé tu regardes les héroïnes, même pas badass, hein, les héroïnes non blanches de cette époque-là, il y en a pas en fait, enfin il y a pas grand-chose, quoi. Non. Des années 80 aux années 2000, c'est quand même tristement blanc, quoi. Donc on a évoqué la vidéo que tu avais fait avant déjà sur Buffy, donc pourquoi c'est culte, et je me suis dit que c'était une vidéo en 10 minutes, tu expliques très bien ce qu'est la série et pourquoi elle est bien et tout. Est-ce que ce genre de démarche fonctionne dans le sens où nous, par exemple, quand on a lancé le podcast, on avait ce rêve fou de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas la série, et leur faire comprendre que c'est bien, sauf que maintenant voilà, on fait des podcasts de 2-3 heures. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu Buffy va pas se taper un podcast pour qu'on l'explique, mais est-ce que par exemple par une vidéo de 10 minutes t'as des retours, t'arrives à motiver des gens à se pencher sur Buffy? Ouais, dans les commentaires de pourquoi c'est culte, sur Buffy notamment, en fait j'en parle tellement depuis 4 ans sur la chaîne qu'au bout d'un moment les gens étaient là genre ah putain elle nous saoule avec Buffy, mais enfin gentiment, tu vois. Mais des gens qui ont vu cet épisode là, qui n'avaient jamais vu ou qui avaient vu Buffy il y a longtemps et qui n'avaient pas forcément accroché. Et oui, c'est la première fois t'es ado, tu captes pas tout le sous-texte. Et disent ah mais en fait j'avais jamais pensé que c'était ça. Moi j'ai des amis genre mes meilleurs amis qui se moquent gentiment de moi quand je parle de Buffy, n'empêche qu'il y en a un qui est réalisateur il y a pas longtemps qui m'a pris mon coffret parce qu'il avait besoin des épisodes, il avait besoin de regarder un peu des trucs. Et puis pour le boulot, pour son boulot, il m'a dit écoute, j'ai que t'as les coffrets à la maison, j'ai le coffret d'X-Files et de Buffy entre autres, donc il sait qu'il peut venir là. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui ont revu par hasard, par les multiples diffusions sur la TNT qu'il y a eu, des épisodes de Buffy, et qui soit m'ont dit ça a pas très bien vieilli, mais sans se moquer, ou soit qui m'ont dit mais en fait j'ai envie de regarder tout le truc parce que ça m'a vachement
Enfin, ils m'ont dit, en fait, à l'époque, ça me plaisait pas du tout. Et là, je me dis, en fait, il y a un truc, quoi. Je dis, mais bien sûr qu'il y a un truc. Bien sûr qu'il y a un truc, il y a des journées d'études, il y a les Buffy Studies, il y a des livres, il y a des. Enfin, je veux dire, c'est quand même énorme, quoi. Il y a des conférences annuelles en Angleterre depuis des années sur Buffy qui durent 4 jours avec des chercheurs et des chercheuses. Enfin. Et en plus, c'est hyper actuel, tu vois, chercher des héroïnes, des femmes. Mais alors, oui, le thème d'actualité, je rebondis là-dessus, parce que justement, dans Badass, que moi j'ai trouvé ça très cool, tu mets des mots justement très actuels, enfin. Et là, ce qu'on entend que maintenant, comme tu parles de l'appropriation de l'espace public, d'empowerment ou enfin des termes comme ça qui existent depuis tout le temps, mais qu'on connaît beaucoup depuis MeToo, depuis tout ça, et t'arrives à les calquer, à les illustrer avec Buffy. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est une série qui a 20 ans et qui avait peut-être 20 ans d'avance ou peut-être 20 ans de retard parce que ça fait peut-être très longtemps qu'on aurait dû mettre ça en avant. Mais ça, j'ai bien aimé parce que ça réactualise vraiment complètement Buffy parce que c'est des trucs et ça peut aussi servir d'argument à ceux qui te disent oui, le féminisme c'est un peu une mode, ça passait. Et alors c'était déjà là, enfin tu vois, il y a un truc de parler de Buffy maintenant, ça a un sens. Oui, comme tu dis, on réactualise et on donne envie de revoir avec des lunettes différentes. Exactement, en fait. Avec le regard. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand on parle aujourd'hui de recontextualiser des films comme Autant en emporte le vent, on parle pas de censure, on parle juste de dire, voilà, à l'époque, ce film était perçu comme ci, comme ça, à l'époque, c'est comme quand tu lis des bouquins de Céline. Bah, je veux dire, une préface a toujours existé dans les bouquins, pourquoi tout le monde s'excite quand on parle de contextualiser un film, enfin tu vois, tu lis une préface, on te prévient que l'auteur était comme ci, comme ça, etc. Buffy et toutes les œuvres pré-2000, même des œuvres d'il y a 2 ans, même des œuvres d'il y a 6 mois, je veux dire, c'est intéressant. En France, on a un problème avec ce qu'on appelle les cultural studies, tu vois, et qui mêlent les gender studies et plein d'autres choses. On a ce problème-là parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours un agenda derrière. Parce qu'on doit tous être un peu pareil quand même en France. Voilà, tu sais, le côté universaliste, bref, ça me fatigue. Oui. Mais je vois pas en quoi regarder un film avec des lunettes féministes, par exemple, ce serait de la censure, enfin tu vois, on est là pour de tout temps on a analysé des films, le problème c'est que les critiques des films sont encore beaucoup des hommes en fait, tu vois, et des hommes blancs dans des rédactions où il y a du pognon, etc. Et que déjà YouTube et Internet a fait que ça a rendu la critique accessible à tout le monde peut faire un podcast comme vous le faites, faire une vidéo et parler de séries, de films avec un point de vue beaucoup plus intéressant parfois que des vieux critiques du cahier du cinéma, tu vois, qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, qui vont pas lire de choses et qui vont pas s'actualiser aussi. Chacune peut interpréter une œuvre et apporter des choses supplémentaires. Oui, et puis c'est ce qu'on disait avant, hors micro, que Buffy est une œuvre tellement riche qu'on n'a jamais fini de l'analyser et de la contempler et d'en tirer plein de ficelles. Riley, vous aviez des questions à poser à Nora ou vous êtes à fond sur le chat? Les deux, il y a une question sur le chat, mais on peut en parler après. À côté de ça, t'es journaliste, t'écris des articles. Oui, j'écris sur les séries, enfin sur la culture, mais plutôt sur les séries et sur la bouffe. Alors je suis pas critique. Sur la bouffe. Ouais, je suis pas critique gastro, donc moi je vais pas dans les restos puis je dis si c'est bien ou pas bien après, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Mais j'écris sur la bouffe d'un point de vue sociétal, j'ai écrit un livre qui s'appelle Féminisme quand le sexisme passe à table, chez Nourriture Fu. Je suis en train d'écrire mon 2e livre là, qui sortira l'année prochaine, sur la bouffe et le genre aussi. Donc moi j'aime parler de la bouffe d'un point de vue social en fait, pas que féministe, mais d'un point de vue social, donc voilà. Anglais pareil, les séries, alors là je viens de, surprise, exclu, je viens de reprendre la page série de 3 couleurs, notre magazine de MK2 qui s'est arrêté évidemment pendant le Covid parce que confinement, pas de cinéma, qui reprend là, qui va sortir début juillet. Donc là, je fais de la critique de série, donc vraiment c'est des petites choses. Une page de série dans 3 couleurs. Il y a toujours une page série et là je la reprends, le pigiste qui le faisait depuis longtemps est parti. Et mais moi en fait je fais pas de critique série comme ça, je veux dire, pareil quand je prends une série, j'ai un angle, par exemple sur la série Mrs America, j'ai fait un épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio où j'ai interviewé une chercheuse sur les antiféminismes et sur les masculinismes, tu vois, donc j'écris là-dessus. T'es une journaliste, tu proposes à d'autres médias genre je suis freelance, je suis pigiste, donc je propose, j'écris pour Slate, j'écris pour l'officiel Homme, j'écris pour donc je fais des podcasts avec Binge. J'écris pour plein de trucs, je fais pas que ça, je collabore avec plein de gens différents, je fais des vidéos sur l'art avec Google en anglais pour des artistes, enfin mon portfolio est assez, et puis je traduis des bandes dessinées pour Dargo principalement.
Mortel. Énorme Ok. kiff. Je suis une grosse fan de BD, donc Putain, mais oui, mais moi aussi. D'accord. Gigantesque kiff. Ok. Ouais. Non, j'ai beaucoup de casquettes. Il y a plein de questions pour toi sur le chat. Ah bah vas-y, je vous écoute. Est-ce que une question, est-ce que tu conseilles des séries féministes, des séries d'aujourd'hui actuelles dans l'esprit féministe? Ah, il y en a plein. Alors moi j'ai un petit blog série. Alors c'est vraiment pas du tout un truc de critique série, parce qu'en fait tous mes amis, vu que je suis journaliste série, me demandent t'as pas une série en ce moment à me conseiller? Donc j'en ai ras le bol de leur répondre. Donc j'ai fait un blog qui s'appelle t'as pas une série.tumblr.com. Voilà, donc elle est dessus. J'ai mis des tags un peu comme sur Netflix. Donc si vous voulez des séries avec des meufs, bah il y a des tags genre vie de meuf, il y a des tags thriller, il y a des tags drama, il y a des tags dystopie, il y a des tags USA, enfin bref, vous pouvez trouver la série qui vous convient. Je mets pas, c'est pas du tout un blog d'actu, donc je mets pas du tout tout ce qui sort parce que ça n'a pas d'intérêt. Tu mets ce que tu regardes. Je mets ce que j'ai kiffé en fait, je mets ce que je trouve vraiment bien. Donc là il y en a plein en ce moment, il y a I May Destroy You qui passe sur OCS, qui est une série HBO BBC avec Michaela Coel et de Michaela Coel qui est géniale, qui est sur le consentement et sur le viol, qui est une série extraordinaire, qui est assez dur à regarder mais qui est inédite de ce point de vue-là, du point de vue sur le consentement, le viol et de vivre avec la personne qui a vécu un viol. Il y a Mrs. America qui était sortie pendant le confinement. Enfin bref, il y a beaucoup de séries. Enfin là, on est sur un Pig TV, évidemment, il y a beaucoup à regarder. Mais voilà, sur mon Tumblr, D'accord. Je recommande plein de choses, avec le podcast. On te demande aussi tes futurs projets. Est-ce que tu as des projets? Et ben donc comédienne, des choses comme ça. Le Pionnière du coup dont j'avais pas encore parlé, donc là voilà, les gens maintenant savent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a une revue féministe qui s'appelle La Déferlante, qui sera une revue assez exigeante, qui sera trimestrielle, qui va se lancer en janvier. Et donc vous pouvez suivre sur Instagram ou sur Twitter, ça s'appelle La Déferlante. Ça va être génialissime. Ça va être super. Chaque numéro aura un thème. Ça va être formidable. Moi j'ai hyper hâte. Et donc si des gens qui nous écoutent ont du pognon, ou si dans votre entourage vous avez des potes. Ah, Big M c'est pour toi, t'as beaucoup d'argent. Big M, toi qui es riche. Pareil. Non mais voilà, mais pour de vrai, je veux dire, si c'est un projet qui vous intéresse, parce que c'est un magazine indépendant, donc il faut de l'argent et ça coûte cher parce que du coup les journalistes seront tous et toutes rémunérés. Donc là elles vont faire une campagne de crowdfunding et puis il y aura un appel aussi aux dons, on ouvre le capital, enfin bref. Mais donc voilà, donc ça c'est les projets et puis quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres trucs Eh ben non, mais écoutez Blockbusters sur France Inter le 7 juillet, car je vais y parler de Xena la guerrière. Super, voilà. Cool, bonne émission Blockbuster. Frédéric Segris, si tu nous écoutes, on te kiffe. Et donc pour poursuivre ça, toute cette actu, Twitter principalement, t'es Twitter, très présent sur Twitter. Nora BZ, Instagram Nora BZH, et oui, la Bretagne. Et bien joué Nora. Ouais, les Côtes d'Armor. Je suis en minorité, il y a trop de Bretons là dans cette pièce. Mais il y a toujours beaucoup de Bretons. Et puis sinon, mon site, là où il y a tous mes trucs, c'est nora.bz. D'accord. Voilà, où il y a tous mes articles, mes vidéos, mes trucs, mes machins, mes bidules, tout ce que je fais et plus encore. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, c'était très très cool. Pour toutes ces choses dingues que tu fais et qu'on essaie de transmettre, et pour ta participation au podcast qui n'est pas terminé. Il y a encore 50 rubriques. Maintenant, non, il reste la rubrique de Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Mais sans plus attendre, on va passer à cette toute nouvelle rubrique. Il est déjà 23h, je crois, on va essayer de faire ça vite. Ouais, j'avoue, il est 11h, c'est foufou. Riley, on a une nouveauté à présenter à nos auditeurs. Nouvelle rubrique totalement exceptionnelle. Attention, c'est un cadeau qu'on vous présente. Qu'est-ce que c'est, Riley? Dites tout à nos auditeurs. Alors, figurez-vous qu'il y a quelques mois, on s'est mis en tête de faire une fiction audio. Oulala, fiction. Une fiction audio sur Buffy contre les vampires. Une sorte de préquel à Buffy, finalement. Hey. Sur notre personnage préféré. C'est le Buffyverse. C'est le Buffyverse. C'est notre personnage préféré, c'est Tonton Giles. Giles. Super Giles. Et donc, on a imaginé sa jeunesse à Londres, dans les années 70. Faite de rock'n'roll et de magie. Et de Guinness. Rock'n'roll, magie et d'ecstasy. Il n'y a pas encore d'ecstasy, je crois. Ça ne serait tardé. Et donc, on a décidé de vous diffuser le premier épisode ce soir.
Tout de suite. Parce que c'est ça, donc on prévient les gens, attention. C'est une fiction audio qu'on a écrite et enregistrée entre nous, quoi. Avec, entre nous, oui, c'est nous qui jouons dedans, donc soyez indulgents, un tout petit peu indulgents. L'idée, c'est aussi c'est aussi que ce soit un truc qui vienne de la Buffy Family, donc c'est nous qui interprétons avec nos capacités à nous ces 3 personnages principaux. On a notre amie Lorraine qui interprète le 4e personnage de cette série, 4e personnage principal. Tout à fait. Et l'idée, il y aura plein de personnages secondaires. L'idée, c'est que vous entendiez à chaque fois quand il y a des personnages qui viennent pour 1 ou 2 épisodes, que ça soit des gens qu'on connaisse, qui soient déjà venus dans la série, qui sont fans de la série. Enfin voilà, qu'on fasse vivre un peu la communauté qu'on a créée avec ce podcast. Et donc c'est un projet de fiction. Voilà. Ça dure 5 minutes, hein, rassurez-vous, ça va pas durer très longtemps. Et en guest, c'est Faye ce soir. Faye de Geek en série et de Comic Discovery qui joue dans le premier, enfin qui joue, elle a un petit rôle, mais elle joue dans cet épisode. On envoie l'épisode, Riley ? Tu es prête ? Yes, j'ai hâte. Moi, j'écoute pas. Attention, ça dure 6 minutes 30 et donc on vous l'a dit 40 fois, mais on le répète, c'est un épisode de fiction audio qui s'appelle Reaper. Reaper. Épisode 1. Pilote magique. J'ai une moustache. Oh, Ethan, ça va? C'est quoi ce look? Ouais, ça te plaît? Bof. Hey, t'as vu? C'est Rain, il a une moustache. Hey, Rain, je savais pas que tu venais. Eh si, ma petite. Vous avez vu, il a une moustache. Ah, t'es venu avec Betty? Mais c'est Molly, connard. Et tu te souviens pas de moi? Wow. Regardez. Voilà, c'est Rain. Allez, une pinte de Guinness, ma belle. Ta gueule, Ethan. Hey Phil, ça va mon vieux? Ça va Ethan? C'est quoi cette moustache? C'est mon nouveau look, je tente un truc. Bah écoute, t'es raté, hein. Tu bois un coup? Une petite bière? Eh Naomi, 2 Guinness s'il te plaît. Tout de suite, Filou. Oh, c'est Rupert sur scène. Merde, mais j'ai raté le début. C'est même carrément la fin, mais t'inquiète, hein, t'as rien loupé. Oula, mais il est en train de massacrer la chanson là. Oh là là, mais je crois que c'est même pire que la dernière fois. Faudrait peut-être qu'on lui dise qu'il chante mal. Putain, j'ai foiré le 2e couplet. Pourtant, je maîtrise. Toi, c'est Rupert, c'est ça? Moi, j'ai bien aimé. Ah ouais? Merci. C'est bientôt mon tour. Ok. Bah, bonne chance alors. Hein. Mais fais gaffe, hein, on a un public un peu difficile ce soir, je crois. Oui. Mais je suis confiante. D'accord. Ah, donc c'est mort pour le concours. Il risque pas de gagner. Tu m'étonnes. Salut les gars, Naomi, mets-moi une pinte s'il te plaît. Alors, j'étais comment? C'était pas nul. Ah ouais, moi je suis arrivé vers la fin. Oula, Ethan, moustache. Ouais, Bon, et toi, t'as tout vu, Phil? Alors moi j'ai pas vu le début, je crois, parce que... Mais on s'est vu avant que je passe sur scène, donc t'as tout vu? Ah oui, tout à fait. Eh ben c'était pas mal. Oui. Mais t'as foiré un truc, je crois. Putain, ouais, j'ai foiré le 2e couplet. Ah voilà, je savais. Voilà. T'as vu, Ethan? Je te l'avais dit. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, elle chante bien. C'est clair. Et ouais. Bon, c'est mort pour le concours, je gagnerai jamais. Non, faut pas dire ça, Rupert. T'as été bon. Surtout la fin. Oui, ma bière. Mais elle va gagner, hein, c'est sûr. Mais est-ce que je vous ai dit que je la connaissais? En fait, c'est ma meuf. De quoi? Ah, je vous avais pas dit vraiment. Première nouvelle? C'est un peu récent. Et tu m'as pas dit qu'elle participait au concours? On s'est vu avant que je passe sur scène? Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je t'ai dit que c'était pas mal. Tu mens.
Ok. Bah du coup elle chante trop bien Philippe, hein. C'est cool. Naomi, remets-moi une pinte s'il te plaît. Mais vous voulez savoir un truc? Quoi? Bah un secret, je vous dis ou je vous dis pas? Si c'est sexuel, tu te tais. Allez, c'est quoi? Alors en vrai Paige, parce qu'elle s'appelle Paige, elle chante mal. Comment ça? Comment ça? Elle triche? Bah venez, je vais vous montrer, on va en coulisses. Et faut me les payer ces pintes là, les connards. Oh là là, j'ai fait un carton. C'est génial. Bon, il est où le bouquin? Ah, voilà. Mitares meus anima liberare, penetrali assus corpus. Ah, salut Philou. Les gars, je vous présente Paige. Ouais, c'est ma meuf. Bonsoir, c'est moi qui ai chanté tout à l'heure, on s'est vu. Beyond Blue Eyes, des Who, vous connaissez? Qui c'est ça? Les Who? Qui? Bah les Who. Ouais, c'est marrant. Moi je suis Ethan et lui c'est Rupert. Ouais, non mais je sais. Bon ok, super, présentation effectuée. Si on en arrivait au plus important maintenant, est-ce que ça vous dirait qu'on parle de magie? C'est-à-dire? Bah la magie, le surnaturel. Pourquoi? Parce que voilà, ce livre-là... Quoi? Mon bouquin? Non mais c'est le mien. Non mais oui mon cœur, je sais, je te l'ai offert, mais t'inquiète. Mais tu vas pas le prêter à tes deux vieux potes là? Non mais oh, on se connaît depuis longtemps avec Philou, hein. Ouais bon bah quoi la magie? Eh bien ce livre est magique. Paige utilise une formule pour chanter merveilleusement bien. Mais je tiens à le signaler, j'avais des prédispositions. Ok, merci ma chérie. J'ai une cousine qui était choriste. Ouais, donc tu triches. Et tu le sors d'où ce bouquin? Non mais tu veux pas savoir. C'est-à-dire? On me l'a donné, t'inquiète. Et Phil me l'a donné, donc il est à moi. Non mais moi j'en ai rien à foutre de bien chanter. Hein. Non mais on peut tout faire, je vous dis, c'est magique. Et Philou, pourquoi tu parles de magie à ces mecs? C'est vrai ça? Et donc pourquoi tu nous en parles Philou? Et c'est quoi exactement ta magie? Mais c'est quoi la magie exactement? Pourquoi Phil en parle-t-il à Rupert et Ethan? Rupert va-t-il réaliser qu'il est un très mauvais chanteur? Paige va-t-elle gagner le concours de karaoké? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Donc voilà, c'était le premier épisode de la série audio Reaper, donc une fanfiction qu'on espère canon. Enfin, on a tout fait pour que ça soit canon, pour que ça respecte. C'est quasiment canonique. Hein. Joss Whedon nous a appelé, il a dit je valide. On a tout fait pour que ça respecte. Je me suis ri dessus. Nous aussi, on a beaucoup. Et on a surtout. L'idée, c'est qu'il y ait un épisode par podcast. Voilà. Et on a beaucoup ri à le faire. Et donc oui, on l'a fait vite fait, mais on va rappeler les noms de tous les participants. Donc moi, Sartman, Riley et Clément, évidemment, que vous connaissez. On a Lorraine, une amie comédienne qui prête sa voix à Paige. Dans cet épisode, vous pouviez entendre aussi Big M en narrateur et donc Faye en barmaid, oui, qui est Naomi. Donc voilà, les prochains épisodes, normalement, pendant les prochains podcasts. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Faites des retours, ouais, dites-nous si ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça nul à chier, faut le dire aussi, faut pas avoir peur. SOS Zombie nous dit que c'est humoristique, bah oui, on est là pour rigoler quand même. On est là pour se fendre la poire en deux. On aime l'humour. Et tout de suite, on va passer sans plus attendre à la dernière rubrique du podcast, les si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Riley, tiens, vous allez commencer. Ah bon? Pourquoi? Vous aviez un système Buffy, tu vas aimer ça. Oui, mais j'ai perdu ma feuille. Ah bah si, voilà, merci. Elle n'est pas quand soudain. Non, mais elle ressort de derrière un couche. C'est mon appartement, je le connais pas. Alors moi j'ai regardé confinement obligé, j'ai regardé Netflix. Vous avez regardé Netflix? Non, c'est le diable Netflix. Voilà. Alors moi j'ai pas Netflix, mais j'ai quand même vu Marianne, une série française de Samuel Baudin, une série d'horreur. Ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être vu passer des bandes annonces. Ouais.
Eh bien, alors ça m'a vachement plu en fait, très réussi au niveau justement horreur épouvante. Le pitch rapidement, c'est Emma, donc une auteure de romans fantastiques pour un public plutôt adolescent, et elle raconte l'histoire de Marianne, donc c'est une sorcière, tout ça. Et en fait, il s'avère que Marianne est peut-être réelle dans la vraie vie, et du coup, elle retourne dans son village d'enfance, qui est en Bretagne, donc forcément c'est cool. Et elle va lutter. En fait, c'est ça le rapport avec Buffy, c'est qu'elle va retrouver ses amis d'enfance et se rappeler tout ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est une sorte de passage à l'âge adulte, avec de nombreux flashbacks, plein évidemment de secrets entre les personnages. Et ça fait vraiment flipper. Moi, j'étais plutôt surpris. Je pensais que ça allait être un peu cheap comme les séries françaises d'horreur. Et finalement, non. Les premiers épisodes sont très très réussis. La mise en scène est super cool. Les acteurs, j'ai un peu oublié. Il y a Alban Lenoir qui joue dans toutes les séries de ce mec, qui a un rôle secondaire mais qui est plutôt sympa. Très surprenant, à part la fin, peut-être qu'il s'essouffle. Non mais à la limite, ne regardez pas la fin. En fait, zappez le dernier épisode, restez sur le 5. Ça, j'ai mal vendu la série du coup. Je vous ai pas écouté, mais j'ai prévu de la voir cette série. Ah mais regarde, non mais ça vaut le coup. Sans t'écouter, je sais que je vais la regarder en fait. Ah ouais. Ouais. Parce que c'était déjà prévu. Ouais. D'accord. C'est ça l'amitié. Non, Marianne, je conseille sur Netflix. Allez-y. 8 épisodes de 52 minutes. Merci Riley. Nora, est-ce que vous avez un si t'aimes Buffy, tu as aimé ça? Absolument. Eh bien moi j'ai juste la meilleure comédie du moment. Ça fait 2 ans que c'est la meilleure comédie du moment. Ça s'appelle What We Do in the Shadows. Ah oui. C'est une série adaptée donc du film. C'est d'une série de Taika Waititi et de Jemaine Clement. Si les gens qui nous écoutent ont vu Flight of the Conchords, ils savent très bien qui c'est. Ou bien la série Legend. Donc What We Do in the Shadows, qui en français s'appelle Vampire en toute intimité, qui avait été doublé par Nicolas et Bruno à l'époque. Bref, qui est une histoire de vampire en colocation. Et donc là, en fait, on reprend cette histoire de vampire en coloc. C'est la suite des films, du coup? C'est pas la suite, c'est vraiment une espèce de spin-off, adaptation du film. C'est toujours Jemaine Clement et Waititi qui sont à la réal et parfois au scénar. C'est donc des vampires, 4 vampires en coloc dans le New Jersey. Et c'est juste à crever de rire. Moi, je suis pas du tout bon public. Donc pour jury, il faut y aller. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu as 3 vampires classiques, hein, voilà, avec des têtes de vampires, avec des fringues de vampires. Et ils ont eu l'idée de génie de mettre un 4e colocataire qui est un vampire de l'énergie, qui s'appelle Craig Robinson, et tout le monde l'appelle comme ça. Donc tout le monde fait « Oh, Craig Robinson !» C'est déjà un joli gag. Et c'est un peu genre, vous voyez le personnage de BD Dilbert ? C'est une BD genre corporate, c'est genre voilà, dans un monde d'entreprise où tu te fais supra chier, donc c'est un employé en cravate et un col blanc quoi. Et donc là t'as un vampire, Craig Robinson, qui est un gars qui se nourrit de l'énergie des gens en les ennuyant. Par exemple, c'est le gars, t'es au bureau, puis il va venir te dire heureusement que c'est vendredi. T'es là genre ah, merci Michel, ouais. Ou bien il va te dire à l'année prochaine. Tu vois, et en fait il va te dire ah j'ai lu sur Wikipédia hier que, et là il te raconte pendant 15 minutes et il se nourrit de l'énergie qui pompe aux gens et c'est à mourir de rire. Et donc voilà, dans la maison il y a 4 vampires, il y a le familier, parce que les vampires ont un familier hein, dans la mythologie, enfin pas toujours, hein, qui est Guillermo, qui est un mec voilà, dont le rêve est d'être rendu vampire par son maître. Voilà, et bon bah il n'y a pas trop l'intention de le faire devenir un vampire, et puis il se fait carrément victimiser hein, Guillermo. C'est vraiment très très drôle. La saison 2 vient de finir, une saison 3 a été commandée, donc en France ça passe sur Canal+. Ou sur Canal Plus série, sur Canal Play et compagnie, parce que c'est une série FX et vous pouvez vraiment vous binger les 2 premières saisons parce qu'elles sont terminées. C'est fin, très fin, ça se mange sans fin comme on dit quoi. Ok, bah merci pour ce conseil. Et juste quelqu'un dans les commentaires recommandait Sweet Vicious. C'est vrai. Et je dis oui. Je dis 1000 fois oui. Sweet Vicious. Alors maintenant, on a parlé. Si, on a parlé. Elle est plus sur Netflix, je crois. Par contre, il va falloir la trouver ailleurs. Mais elle a été annulée, cette série. Série anglaise, de nana, de baseball, patinoire à la fin. C'est très bien ça. Bowling, très bonne série. Très très bien, Sweet Vicious, mais malheureusement annulée, alors que pour moi c'était digne héritière de Buffy. J'avais bien, c'est très très bien ça. Et effectivement, je sais plus qui l'a mis dans les commentaires, mais je dis oui, je dis bravo, je dis merci.
C'est à moi, du coup. Moi, je vais vous parler de la série Tales from the Crypt, une vieille série des années 90. Ah oui. Que les contes de la crypte. Et les contes de la crypte. Direct. Tout à fait. Qui a été rebooté. Et mais c'était pas. C'est un projet, mais ça se fait pas. J'ai entendu. Si. Ça va se faire. Si. D'accord. Ouais. Alors moi je vous parle pas du reboot, je vous parle donc des années de 89 à 96, ça a existé. Donc j'avais complètement loupé cette série à l'époque de la diffusion française. Ça passait. Jeudi de l'angoisse. Ça passait. Oh là avec aussi, Au-delà du réel. Sur M6, parce que peut-être je détestais Au-delà du réel, donc c'est peut-être pour ça que je regardais pas les contes de la crypte. Et surtout je suis un grand fan de Robert Zemeckis, et Robert Zemeckis fait partie des producteurs de cette série. Donc l'idée c'était HBO, la chaîne qu'on connaît bien maintenant, qui voulait lancer une série un peu quali avec que des gens du cinoche. Donc les collaborateurs, c'est juste ouf de ce show. Je vais vous name dropper les gens. C'est que des vedettes. Il y a Walter Hill, William Friedkin, Michael J. Fox, Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, Joe Pesci, Kirk Douglas. Bien sûr. Kirk Douglas dans un épisode sur la Première Guerre mondiale qui est juste taré. Brad Pitt, voilà, c'est que en comédien et en réalisateur, c'est que des gens super forts. Pas de femmes. Si, il y a plein de femmes. On sent les femmes dans cette liste. Elles sont là, mais les années 90, elles avaient pas encore les postes les plus importants, hélas. Demi Moore, elle joue dans un épisode incroyable, c'est un de mes préférés. Ah oui. Moore, où elle va voir une voyante et tout ça, qu'elle lui promet qu'elle va gagner au loto. Cet épisode est incroyable, ouais. Je me rappelle très bien. Ouais. Et bref, il y a plein de trucs comme ça. Et donc en tout, il y en a 93 des épisodes étalés sur cette saison. Je n'ai pas dit, et c'est une erreur de ma part, que c'est une série d'anthologie. Et donc, il est fantastique. C'est du 20 minutes aussi. Évidemment, c'est du 20 minutes. Donc à chaque épisode, une nouvelle histoire, des nouveaux personnages, et c'est à base d'humour noir, de gens qui vont vouloir être plus malins que les autres, mais qui vont le destin va les frapper, ils vont s'en mordre les doigts. C'est très cool. Et donc je voulais vous parler de l'épisode 7 de la saison 3 qui s'appelle The Reluctant Vampire. C'est un épisode écrit par Terry Black et réalisé par Elliot Silverstein. On y voit un vampire qui, comme Buffy, dans notre série préférée, cherche juste à avoir une vie normale, et comme Buffy, il n'y arrive pas. Et donc il galère dans son boulot parce que son côté vampire l'empêche d'avoir un boulot normal. Son côté vampire l'empêche de pouvoir fricoter tranquillement avec une nana qu'il aime bien. Son statut de vampire fait qu'il se retrouve poursuivi par la police. Ce vampire réticent, donc Reluctant Vampire, est interprété par Malcolm McDowell, donc ce qui rend encore le côté encore plus cool. Et c'est comme tous les épisodes de cette série, c'est rigolo, c'est malin, beaucoup d'humour noir, c'est très bien réalisé, très bien photographié. Et c'est présenté par un squelette. C'est présenté par. Mais un squelette. Oui, il y a un squelette. Si. Mais c'est comme ça qu'il. Comme dans la BD, en fait, dans les comics. Oui, en fait, tu sens que c'est adapté d'un comics. Tu vois la patte. La première case de chaque comics Tale from the Crypt, c'était cette marionnette, ce squelette zombie. Il y a eu plusieurs en fait en fonction des éditions, des versions, mais. Là, ils ont repris celui-là. Et je vous conseille pas trop le reboot, personnellement. Il est pas terrible. Là, c'est du 20 minutes en plus. C'est vraiment efficace. Je pense que tout le monde connaît, mais moi j'ai découvert ça comme un couillon dernièrement, et c'était très très bien, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc cet épisode sur les vampires joue très bien sur les codes qu'on connaît par cœur, et aussi sur les codes de Dracula qu'on avait évoqué dans notre épisode du podcast spécial Dracula. C'était tout pour mes cités de Buffy. Tu vas aimer ça? Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de finir ce podcast, ou est-ce qu'on peut laisser les gens aller se coucher? Est-ce que le chat a quelque chose à nous dire peut-être? Riley. Alors le chat, que dit le chat? Ça parle de Malcolm McDowell, ça parle des contes de la crypte. Oui, tout le monde est bien. Très bon épisode, très bon podcast. Merci Nora, c'était cool. Merci beaucoup, je suis hyper content d'avoir été invité. C'était très très chouette. On espère que vous aussi ça vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, les 5 étoiles même. 5 étoiles, c'est 5 étoiles. Les étoiles iTunes, des commentaires aussi. Pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui vous ont chagriné, des choses que vous voulez approfondir.
Ouais, parfois, si on est chagriné, faut le dire. Parfois, les gens sont chagrinés. Faut s'exprimer. Et nous, on reviendra. Alors, je pense là en septembre. En septembre, c'est les vacances. Là. Parce que là, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, honnêtement, pour faire des podcasts. Non, ou alors, faut être dans une piscine, mais c'est vraiment exceptionnel. Et surtout, on l'a déjà fait. Ah oui, bon, autant faire autre chose. Ouais. On fait des gros bisous à tout le monde, à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été sur le chat. Bisous, merci à tous les gens. Il y a eu plein de commentaires. C'était très cool, très chouette. Et oui, on est très très actifs dans le chat aujourd'hui. Et on vous dit à très vite et vive Buffy. Salut. Bonnes vacances ou pas. Salut.